Ok, on est parti. Donc, bonsoir à tous. Salut Abdelaziz. Salut, comment tu vas? On Ben fait comme écoute, si on se hein, rencontre comme d'habitude. voilà. Même Moi, si je te salue, toi. j'étais avec la clairvoyante Marjolaine ce matin et je suis avec le grand sage ce soir. Donc moi, ça va bien. Ça y Mais est, tu écoute, commences à ticher d'entrée, là, tu commences à ticher, tu vois. aujourd'hui, on va parler du réductionnisme. Alors, c'est un Ouais, sujet que tu avais abordé avec le docteur Fardet dans une de tes dernières vidéos. Et voilà, tu avais eu quelques échanges avec lui. Il y a notamment certains points, notamment le cas des protéines animales et végétales que tu avais développé ensuite dans une vidéo. Et je pense on avait dit tous les deux que ça pourrait être intéressant de revenir sur ce sujet, qu'est le mhm. réductionnisme. Voilà. Donc, est-ce que pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être voilà, un petit peu nous rapporter la définition, qu'est-ce que tu en as compris, qu'est-ce que c'est le réductionnisme d'un point de vue En théorique fait, général, quoi. disons que moi, la première fois, en fait, si tu veux, pourquoi il m'a plu, le docteur Anthony Fardet, c'est que quand il a parlé du réductionnisme, ça a de suite résonné en moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, moi, je suis toujours un petit peu versé dans mes lectures, on va dire, métaphysiques. Et c'est vrai que souvent, quand on va parler on va dire, du désordre mondial et du désordre social qu'il y a dans l'humanité, on va souvent le rechercher en termes de philosophie. Et souvent, ce qu'on va trouver, c'est que, enfin, en termes de philosophie, j'entends, hein, souvent on va retrouver que l'origine de ce désordre et de la déviation, si tu veux, de la pensée et de la pensée, si tu veux, métaphysique, même philosophique, parce que de toute façon, qu'on parle de nutrition ou quand on parle de santé, ça va toujours être un état d'esprit, en fait. C'est suivant ton état d'esprit, tu vas aborder le sujet d'une certaine manière. Et nous, si tu veux, on remonte ce désordre à l'époque justement de Descartes avec son fameux livre sur, je ne me souviens plus du nom, La c'était méthode. ouais, voilà, son livre sur la méthode. Et il n'y a pas que lui, je veux dire, on pourrait même inclure là-dedans Francis Bacon, on pourrait aussi parler de Hobbes, on pourrait parler d'énormément de philosophes comme ça, qui ont un petit peu, si tu veux, modelé la façon de penser des gens, tu vois. Et la chose que les gens ne vont pas réfléchir, en fait, si tu veux, c'est qu'ils ne se demandent pas d'où viennent ces idées. Ils prennent, parce on a un peu cette culture, si tu veux, des grands hommes, et on a appris un petit peu à vénérer des gens par rapport à soi-disant, c'est des grands philosophes, machin, etc., etc. Mais sans jamais réellement, enfin, combien de gens tu connais qui ont lu Descartes et qui savent exactement de quoi ils parlent, tu vois. Et le truc, c'est qu'on ne regarde jamais aussi d'où ils parlent, à quelle organisation ils appartiennent. J'avais mentionné justement dans la deuxième vidéo que j'avais faite tout seul, où je précisais certains points qu'on avait eus dans l'échange avec Anthony Fardet, et je n'avais pas eu le temps de tout développer, parce que tu vois, quand tu fais un entretien comme ça, surtout avec un mec, enfin, il est super sympa, je veux dire, le mec, vraiment, il a été super cool de m'accorder son temps et tout ça, tu ne veux pas abuser, trop aller dans la contradiction et tout ça, Ouais, bien et sûr. tu laisses un peu défiler parce que tu as besoin qu'il te donne son point de vue. Et donc, du coup, en fait, moi, j'avais fait cette deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, justement, je venais préciser, tu vois. Et en fait, si tu veux, le problème de Descartes avec la méthode, c'est que lui, il dit que on ne peut étudier un sujet dans sa complexité qu'en le décomposant dans ses parties les plus distinctes. Donc, Hmm. si tu veux, dans l'alimentation, ce qui s'est fait, c'est au début de la recherche en nutrition, je crois que c'était dans les alentours de 1850, les chercheurs occidentaux, ils se sont intéressés, si tu veux, à l'alimentation, à la nutrition humaine, et ils ont adopté justement cette démarche réductionniste qui est inspirée de Descartes, on va dire Descartes, mais ça pourrait être autre chose. Mais enfin, moi, je dirais cette façon de penser rosicrucienne où ils ont voulu changer l'être humain, changer son mode de pensée et changer sa réflexion. Et donc, en fait, si tu veux, ils ont commencé à considérer en fait les parties plutôt que l'ensemble. Et en fait, c'est justement ce qu'on opposait avec le docteur Anthony Fardet quand on parlait de l'opposition entre l'approche réductionniste et l'approche holistique Hmm. qui, nous, en tant que naturopathes, nous concerne en premier lieu. C'est-à-dire que plutôt que de décortiquer les aliments selon leur composition, protéines, lipides, glucides, fibres, minéraux, vitamines, antioxydants, calories, etc., et ensuite essayer de tenter de les réduire à leur potentielle santé et surtout chercher à incriminer une partie de
de ses composantes, comme l'a fait par exemple Hans Selkis avec le gras, en incriminant le gras pour les problèmes de cœur et le cholestérol, etc. Et puis de concentrer juste la recherche sur ça. Et puis après, ça a donné quoi? Ça a donné dans la recherche que en fait, la médecine a suivi le pas de Hans Selkis. On a commencé à incriminer le gras, donc à faire des produits allégés. On a inventé la margarine. Donc, si tu veux, cette pensée, elle a quand même des répercussions et des conséquences sur nos vies, tu vois. Et de la même manière, en termes de philosophie, on a fini par s'enfermer dans une espèce de course à l'originalité plutôt qu'une course à la sagesse. Parce qu'en fait, si tu veux, la philosophie, c'est que l'amour de la sagesse, mais ce n'est pas la sagesse en elle-même. Et si tu veux vraiment être sage, il te faut avoir justement cette approche métaphysique qui va aborder la chose, pas du point de vue de l'être humain, parce qu'en fait, si tu veux, le Rosicrucien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu ce que tu as dans l'homme de Vésuve de Leonardo DiCaprio, Léonard de Vinci. De Vinci, putain, de Caprio, DiCaprio. putain, le mec, il m'a intoxiqué, quoi. Mais en fait, ouais, si tu veux, tu prends l'homme qui a la mesure de toute chose, tu l'as complètement ouvert au milieu d'un carré, et tu as le cercle. Donc, le cercle représente le spirituel, et le carré représente le monde matériel. Et en fait, l'homme devient la mesure de toute chose. Et c'est un peu ça, en fait. C'est qu'eux, ils disent qu'ils peuvent rechercher les vérités en partant de leur petit point de vue à eux et en décortiquant les choses, alors que nous, on pense réellement que comment tu veux aborder, toi, la sagesse de ton point de vue fini et aborder l'infini? On est, nous, limités par l'espace-temps, on est limité par énormément de choses, et la vraie sagesse qu'on connaît, et ce que disait René Guénon dans son livre « La crise du monde moderne », il expliquait que quiconque vient en termes de métaphysique et de sagesse avec un concept nouveau, soi-disant, eh bien, tu peux être sûr que c'est un imposteur, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau dans la sagesse humaine. L'être humain, il est tel qu'il a été fait au premier jour, et il est tel qu'il a évolué, mais si tu veux, ses besoins spirituels, ses besoins physiques, ses besoins, on peut en parler en termes de nutrition quand on parle de retour au monde ancestral, c'est pas pour rien qu'on rappelle à ce monde ancestral, c'est parce qu'en fait, si tu veux, les anciens, c'est eux qui avaient raison. Et de la même manière, en termes de sagesse, quand on aborde la métaphysique, eh bien, on a une autre perspective, une autre conception. Et donc, c'est pour ça que nous, on considère que l'approche holistique est supérieure à l'approche réductionniste. Et si on veut revenir en termes de nutrition, on peut se dire que le réductionnisme, en fait, si tu veux, il va nous faire nous concentrer sur une partie de l'alimentation en oubliant la synergie qu'il y a entre les micronutriments et en oubliant l'équilibre qu'il y a dans la chose. Tu te rappelles, on avait fait une vidéo justement sur les composés phytochimiques et on opposait justement à un moment donné les composés phytochimiques naturels, équilibrés, qui vont être harmonieux, qui vont avoir une certaine harmonie avec notre système, enfin notre physiologie. Et puis de l'autre côté, tu as la molécule chimique qui a été isolée toute seule, mise de côté et vraiment donnée toute seule, qui va nous donner des effets secondaires, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu de ce point de vue-là que nous, on abordait la chose. Et c'est ce que j'ai aimé en fait chez le docteur Anthony Fardet. Et de suite, tu l'as vu, hein, quand il l'explique, c'est super. Après, voilà. Tu sens qu'il y a quand même le fait que, enfin, je veux dire, quand je parle de ces dogmes réductionnistes, ils ont aussi infiltré l'enseignement universitaire. Et lui, c'est avant tout un universitaire. Donc, quand il prend certains exemples comme Newton et qu'il prend certains exemples comme Darwin, eh bien, je suis désolé, mais c'est encore du réductionnisme, tu vois. Newton, quand il regarde la pomme tomber pour nous parler de l'apesanteur et de la force attractive de la Terre, il ne fait qu'observer le mouvement, il décrit le mouvement, mais il ne décrit jamais la cause. Donc, quand tu enlèves un facteur de l'équation, tu n'as pas forcément répondu à la chose dans son ensemble. Et donc, forcément, c'est comme si tu truquais un petit peu. Et c'est ce que je reproche justement à ces Rosicruciens, parce que, enfin, au-delà, Newton, c'en était un, Descartes, c'en était un. Ça, peu de gens le savent. Et peu de gens savent ce que sont les Rose-Croix. Donc, c'est toujours pareil, tu vois. Qui me parle, d'où il me parle, pourquoi il me parle, qu'est-ce qu'il me dit et pourquoi il me le dit. Et c'est toujours comme ça que tu vas aborder la science ou n'importe quelle chose qu'on va te mettre en travers de la route. Et là, bon, ben voilà, c'est pour ça que j'avais repris un petit peu et que j'avais fait cette vidéo
pour remettre un peu certaines pendules à l'heure, enfin, pas des pendules à l'heure, mais si tu veux, ce n'est pas de sa faute. Il le dit d'ailleurs très honnêtement dans la vidéo. Il te le dit, moi, je suis un généraliste. Il ne te dit pas je suis spécialiste de la nutrition, même s'il a quand même un doctorat en nutrition et tout ça. Mais voilà, moi, j'ai été choqué que le mec, il a une approche holistique et puis derrière, il vient me parler de protéines en me parlant de prendre des légumineuses et du riz parce qu'il y a le facteur limitant, etc. Je l'explique dans ma vidéo. Donc, ouais, ça pose problème. Tu sens que malgré tout, même s'il a mis le doigt dessus, il y a quand même une déformation, tu vois. Le fait que ce mode de pensée ait infiltré un petit peu la recherche, parce que là, c'est pareil, il te parle à un moment donné du climatique, il te parle un petit peu de nutrition durable, etc. etc. Enfin, tu sais, tout ce qui est, tous ces mots-là, toutes ces rengaines qui reviennent constamment. Il faut savoir qu'en termes de recherche aujourd'hui, si tu ne parles pas de recherche dans un cadre de réchauffement planétaire ou de choses comme ça, c'est très difficile d'avoir des financements, tu vois. Et lui, il est à l'INRA, il dépend énormément de ça et tout est centralisé. C'est ce que j'expliquais, tu vois, de la même manière que la finance, elle est centralisée avec les banques centrales qui dépendent de la BRI, qui est la banque centrale des banques centrales. Donc, si tu veux, une fois que tu as centralisé, il te suffit de contrôler le cœur pour contrôler les différentes parties, tu vois. Et là, c'est toujours pareil. Dans son livre, encore une fois, pour reciter René Guénon, on pourrait citer aussi Julie Sévola, tout un tas de gens qui ont écrit sur le sujet. René Guénon t'explique qu'il y a cette déformation universitaire. Dans ma première lecture, la première fois que j'avais abordé ça, il y a plus de 10 ans, je ne comprenais pas, tu vois. Mais au plus je me suis lancé dans mes recherches et au plus j'ai commencé à comprendre certaines choses et au plus ça s'est apparu comme flagrant et je le voyais devant moi, tu vois. Et c'est pour ça que quand le docteur Anthony Fardet a commencé à parler de réductionnisme, c'était au moment où j'avais fait ma vidéo sur les Nutri-Score et tout ça. Et là, je m'étais dit, putain, tiens, j'ai mis un doigt là-dessus. C'est dingue parce que ça se rapproche exactement de ce que j'avais constaté en termes de philosophie et en termes de pensée. Mais c'est toujours pareil, tu sais, enfin, je veux dire, c'est comme si tu avais un axe, c'est une roue, tu as un axe, et c'est l'axe qui va diriger le reste. La roue, elle tourne autour de l'axe, tu vois. Mais une fois que tu as compris l'axe sur quoi ça tourne, tu comprends le fondement de la pensée. Et le fondement de la pensée, il va donner un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est celui-là qui vient polluer, en fait, si tu veux, que ce soit en médecine, que ce soit en nutrition, que ce soit en philosophie, que ce soit en spiritualité, en tout ce que tu veux, on est complètement contaminé par cet état d'esprit. Voilà, c'était pour introduire. Ouais, bah c'était très joliment dit. Et comme tu le dis, moi, ça me fait penser à une chose. Quand tu dis les anciens, ils avaient déjà tout compris, on n'invente rien de nouveau. Et j'ai même envie d'aller plus loin. C'est que les anciens, ils n'avaient pas besoin de comprendre. En fait, ils avaient peut-être aussi l'humilité de se dire que eh ben, la vie, et là pour le coup, la nutrition, c'est tellement complexe ça nous dépasse et on ne le comprend pas et on ne le comprendra jamais. Mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas besoin de le comprendre. On n'a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe à l'échelle microscopique. On a juste besoin de comprendre l'essentiel, comme tu le dis. Et l'essentiel, bah, voilà, c'est de comprendre qu'il y a une vraie synergie entre les aliments. Et du coup, ça nous fait un petit peu le lien avec la deuxième partie dont je voulais parler avec toi, même si tu as déjà un peu empiété sur le sujet. C'était le réductionnisme, mais en matière de nutrition. Alors, tu as fait une vidéo sur la différence entre protéines végétales et animales. Ça me semble quand même important, juste que tu repasses dessus quelques minutes, puisqu'aujourd'hui, les gens, ils voient, enfin, quand tu vas au supermarché voir un aliment, tu as la définition du réductionnisme sur les étiquettes derrière les aliments. C'est-à-dire que tu vas lire protéines, lipides, glucides. Si tu as la chance, il y a quelques vitamines. Et donc, tu vas pouvoir comparer les aliments comme ça entre eux. Et du coup, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à aujourd'hui, même des naturopathes qui partagent du contenu, des publications, des petites images où ils te comparent, tu vois, 100 grammes de haricots rouges avec 100 grammes de steak et tu vois qu'il y a marqué 20 grammes de protéines, 20 grammes de protéines. Donc ça, c'est un bel exemple de réductionnisme. Est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu ce point? Ben, tu as mis le doigt dessus, hein, je veux dire, c'est exactement ça le réductionnisme. C'est de comparer deux choses et dire que cette chose et cette chose, c'est identique parce qu'il y a telle chose. Tu vois. Mais on ne prend pas compte, par exemple, de ce que je t'expliquais tout à l'heure avant qu'on commence la vidéo, c'est le facteur limitant. Ben, le facteur limitant, je l'avais expliqué tout simplement. Je veux dire, tu sais, les protéines, une fois qu'elles sont décomposées, elles vont donner des chaînes d'acides aminés. Et donc,
Les chaînes d'acides aminés, il faut savoir qu'il y a 20 acides aminés. Je pense qu'il y en a 11 qui sont non essentiels et 9 qui sont essentiels, si je me souviens bien. Tu iras vérifier, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ceux qui sont non essentiels, ton corps peut les faire, peut les fabriquer. Ce n'est pas un problème. Mais par contre, tu as les 9 qui sont essentiels. Ceux-là, il faut absolument que tu les obtiennes de ta nutrition. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, si tu veux, cette approche réductionniste, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, bon, ben tiens, par exemple, puisque les céréales, elles ne sont pas complètes en termes d'acides aminés, et puisque les légumineuses, elles ne sont pas complètes en termes d'acides aminés, et que l'une peut compléter l'autre, eh bien, ils se sont dit, si j'additionne les deux, donc je peux avoir la même chose que ce que j'ai dans la viande. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les chaînes d'acides aminés, c'est que si tu n'arrives pas à faire la chaîne complète des acides aminés avec les 20 acides aminés que je viens de mentionner, tu ne peux pas avoir une chaîne. Si la chaîne n'est pas complète, tu ne peux pas l'utiliser. Donc, j'avais donné l'exemple facile à comprendre du drapeau français, où tu as le bleu, le blanc et le rouge. Si j'ai 50 bleus, 20 blancs et 10 rouges, je pourrais faire que je vais faire 10 drapeaux. Ouais. 10 je vais toujours aller au facteur limitant, donc c'est-à-dire au facteur le plus petit que j'ai dedans. Donc, de la même manière, on parlait de biodisponibilité des protéines. Quand on va regarder les indices, on se rend compte que l'indice de ces protéines végétales, elles sont complètement rikiki par rapport aux protéines animales. Et l'autre point qui était super, super essentiel, c'est que ce n'est pas parce que la protéine est dedans et que même j'arrive à donner même l'indice de biodisponibilité de l'acide aminé que je vais forcément avoir accès à cette protéine. Tu vois, il y a des antinutriments, comme on l'avait dit la dernière fois, il y a des antagonistes, il y a tout un tas de saloperies qu'il y a dedans. Et puis surtout maintenant, quand tu prends par exemple le soja qui a 90 ou 95%, c'est que des OGM et tout ça, je veux dire, qu'est-ce que tu fous dans ton assiette? Et puis si on repart du point de vue du docteur Anthony Fardet et qu'on se dit qu'on part dans le côté, on va dire, environnemental, écologique, etc. Mais faire pousser du soja, tu sais ce que ça prend, quoi. Même maintenant, on nourrit les bêtes au soja et tout ça, mais c'est complètement déglingo. Et c'est cette approche réductionniste, en fait, tu vois, qui nous a amené même à traiter les animaux de la manière dont on les traite. Hein. Tu n'as qu'à voir les vaches de chez McDonald's, comme elles sont empilées, tu vois les poules, comme on les empaquette. Maintenant, on essaie même de faire des tomates carrées. Il faut écouter l'ingénieur Claude Bourguignon pour vraiment comprendre à quel point c'est la folie. Mais si tu ne comprends pas d'où part ce principe et d'où part cette philosophie, tu as du mal à vraiment comprendre pourquoi on est devenu aussi taré, quoi. Mais on est devenu aussi taré, ce n'est pas par hasard, c'est presque par concept. C'est voulu, tu vois ce que je veux dire. Et de la même manière, on disait qu'il y avait une interrelation entre la politique et la nutrition, et ça ce n'est pas que d'aujourd'hui, hein. Tu as même une femme qui a écrit un livre, une américaine dont je ne me souviens plus le nom, qui a écrit un livre sur ça. Je veux dire, le fait qu'on nous pousse dans ces retranchements, le fait qu'on nous parle constamment de réchauffement climatique, le fait que tu as des mecs comme, on l'avait expliqué la dernière fois dans la dernière vidéo, où tu as des gars comme Bill Gates, etc., qui sont derrière ce genre de recherche, derrière ce genre d'alimentation végétarienne, de viande synthétique, etc., c'est pas anodin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Et donc, en fait, lui, au travers de ses recherches, il s'est dit quoi? Il s'est dit que la viande était inflammatoire, elle créait des maladies chroniques inflammatoires. Et c'est là que moi, j'ai relevé, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu as regardé la vidéo, et que j'ai dit qu'en fait, toutes les recherches, elle ne pointe pas sur la viande, mais elle pointe sur la viande transformée. Et de la même manière, la plupart des études, elles vont s'attarder sur le côté quantitatif, mais rarement sur le côté qualitatif de la viande. Donc, une viande n'est pas égale à une viande. Là encore, c'est encore une fois le réductionnisme. Ouais. De vouloir incriminer la viande, toutes les viandes de la même manière, ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer la viande qui a été bien traitée, l'animal qui a été bien traité, qui a été nourri à l'herbe, dont le propriétaire s'est occupé et qu'il a fait les choses dans les règles de l'art, avec une viande qui a été produite par des salopards là, qui ont nourri leur truc avec du grain et du blé. Enfin, je dis salopards des fois, peu cher, c'est malgré eux, tu vois. Malgré eux, ouais. Dans un système, tu vois, ils ne se rendent pas compte. C'est comme le pauvre fermier qui va aller foutre son truc, là, son désherbant, son Roundup là, dans ses vignes. Oh, le mec se dit merde, j'ai pas le choix, on me limite au niveau de la façon dont je vais vendre mon lait ou mon vin etc. Je suis obligé de travailler d'une certaine manière. Et en fait, si tu veux, le système, il nous prend tout ça en otage parce qu'en fait,
on est devenu esclave un petit peu, tu vois. On s'est laissé mettre à l'esclavage, un petit peu ce que j'avais expliqué une fois dans une vidéo où je t'expliquais Romus et Romulus qui étaient en train de téter la louve, qui est le symbole de Rome, tu vois. Mais ce n'est pas anodin, je veux dire, hein. Une fois que tu as accepté de téter la louve et que tu refuses d'enlever la tétée de ta bouche, tu refuses de galérer un petit peu pour gagner un petit peu de liberté, eh ben, là, tu te condamnes au final parce que ces gens-là, ils sont en train de gagner, en fait, si tu veux. Ils sont en train de gagner parce qu'ils sont en train de posséder tout. Je veux dire, j'avais expliqué là, une fois que, en fait, si tu veux, pratiquement toutes les sociétés aujourd'hui, elles étaient possédées par BlackRock et Vanguard. Et donc, 95% de tout ce qu'on consomme, que ce soit en termes d'électronique, en termes de tout ce qui est virtuel, en termes de nourriture et tout ça, ces gens-là, ils ont même centralisé la bouffe, quoi. Donc, ils ont centralisé la production, ils ont centralisé l'énergie, ils ont centralisé l'argent, ils ont centralisé le mode de pensée, ils ont centralisé la recherche. Donc, ça devient, tu vois, on devient esclave d'une pensée qui est vraiment réductionniste, ça porte bien son nom, parce que quand tu réduis, c'est presque dire que tu es stupide, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Concernant le réductionnisme en nutrition, je voulais aussi ton avis, même si la dernière vidéo que tu as faite, hein, j'invite les gens à aller la voir, je mettrai le lien en description, hein, que tu as fait sur les suppléments, les compléments. Alors là encore, on a un fantastique réductionnisme, hein, puisqu'on va ingérer, alors des fois ça va être plusieurs nutriments, mais souvent c'est un nutriment isolé. Moi, c'est vrai que cette année, et c'est là où, bon, pour une fois, ma formation que je suis là, elle est bien, c'est que bon, on a eu des cours de bio, hein, des cours de bio cellulaire, et donc on voit bien que les échanges de minéraux au sein de la cellule, et des fois, ils se font à travers des pompes et ils se font ce qu'on appelle, selon un transport sym-pore, c'est-à-dire que tu vas avoir deux minéraux qui vont se déplacer en même temps de part et d'autre de la membrane cellulaire. Et ce mouvement ne peut se faire que si et seulement s'il y a présence de ces deux minéraux. Alors là, j'ai donné un exemple avec deux minéraux, ça peut être avec trois, ça peut être plein de combinaisons différentes. Donc, avec cette biologie cellulaire, on comprend bien que les choses ne se déplacent jamais toutes seules et il n'y a de sens voilà, que dans le mouvement collectif Dans la des choses, synergie. dans la synergie. Est-ce que tu peux un petit peu voilà, résumer un petit peu ta C'est pensée ce qu'on appelle les cofacteurs, tu sais. En fait, voilà. je l'expliquais un petit peu en introduction de ma vidéo d'hier. C'est Ouais. que tu as, si tu veux, 37 milliards de milliards. Enfin, c'est une estimation, hein, encore une fois, hein, Ouais. parce que là, franchement, pour aller vraiment tout comprendre, mais on estime qu'il y a 37 milliards de réactions biochimiques qui se font par seconde. Par seconde, 37 milliards de milliards. Alors, tu vois, enfin, les mecs, j'avais expliqué ça une fois, enfin, on va sortir un petit peu du sujet, j'avais expliqué ça une fois à une dame qui prenait des hormones. Et justement, je lui disais, tu sais que la médecine allopathique, bon, mais elle gère l'urgence, elle va gérer le symptôme et tout ça, mais elle n'a aucune idée de ce qui se passe quand elle vient foutre une hormone. On va prendre ne serait-ce que la contraception. Tu te rends compte de ce que tu fais dans le corps de la femme? Quand tu amènes un truc comme ça, quand tu viens perturber un système aussi parfait que le système biologique, physiologique, humain, je veux dire, c'est complètement inconscient. Tu vois, des fois, l'être humain, il est complètement inconscient. Quand il veut faire le scientifique, parce que là, tu sais, le scientisme, c'est encore une des branches du positivisme, de l'atomisme, de tous ces gens-là qui réfléchissent dans ce mode de pensée. Ce genre de mode de pensée, en fait, il fait croire à l'homme que l'homme est un dieu au final, tu vois, et qu'il est tout puissant et qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Pourquoi il veut le faire? Ben, parce qu'il est capable de le faire. Tu vois, et sans aucune autre raison, tu vois, même si tu vas interdire une chose, on peut parler de génétique, on peut parler de ce que font ces enfoirés de Téléthon, entre guillemets, je leur mets un coup de sarcade parce que c'est des gens qui font de l'eugénisme, qui font de la manipulation génétique, etc. Et donc, c'est un petit peu l'apprenti sorcier, tu vois, qui va venir donner, par exemple, on parlait là de supplémentation, donner une supplémentation synthétique sans comprendre que, par exemple, quand on prend une alimentation complète avec une haute densité nutritionnelle, il y a ce qu'on appelle, nous, une synergie entre les micronutriments. Et quand le micronutriment, quand l'aliment est
sain, je veux dire, quand je ne parle pas d'OGM ou de choses comme ça, tu vois, quand tu donnes une vraie alimentation saine avec une haute densité nutritionnelle, eh bien là, à ce moment-là, c'est comme si tu donnais les bons programmes à ton corps, et puis ton corps, lui, il va faire ce que lui sait faire, ce qui lui a été commandé par son créateur quelque part. On va rentrer là encore une fois dans mon côté à moi métaphysique, tu vois, mais je ne peux pas m'en défaire, je veux Bien dire, tu vois, sûr. c'est une manière de rester Ouais. holistique parce que c'est aussi une manière de rester humble et de sortir de cet homme tout-puissant qui se prend pour le bon Dieu et de se dire qu'il y a un moment donné, il faut être humble et il faut arriver à comprendre certaines choses. C'est que c'est pas parce qu'on a commencé à créer certaines, par cette approche justement réductionniste qui est allé étudier les parties et qui est allé créer tous ces produits industriels qui nous ont amené toutes ces vitamines, etc. Et tout. Je veux dire, moi, ce que je disais dans ma vidéo la dernière fois, c'est que l'ennemi de la science, c'est le dogme. Je ne vais pas être dogmatique tout le temps et tout le temps interdire la supplémentation. Il y a certains cas, par exemple, dans le stress, comme je l'expliquais, quand il y a un stress chronique et tout ça, et que tu as une grosse perte de magnésium, eh bien, si tu prends la bonne forme de magnésium, moi, j'ai rien contre. Tu vois ce que je veux dire? D'apporter, de prendre un radeau pour ramener à la santé, ce n'est pas un problème. Mais par contre, on se rend compte que quand on donne certaines vitamines synthétiques, on a parlé du bêta-carotène avec les fumeurs, par exemple, il y avait une étude qui avait été faite qui avait démontré que ça avait augmenté le cancer. On s'était rendu compte aussi qu'au niveau des antioxydants, quand tu donnais trop d'un antioxydant isolé comme la vitamine E et tout ça, ça pouvait augmenter la mortalité. Alors que si tu donnais quelque chose de complet et tous les antioxydants en même temps avec tous les minéraux, donc ce qu'on appelle nous les cofacteurs qui vont aider, donc c'est toutes ces opérations que je te disais biochimiques dans notre corps. Donc les cofacteurs, il y a les cofacteurs, mais il y a les enzymes qui vont travailler avec les cofacteurs vont travailler avec les enzymes. Et puis que tu parlais de cellules et tout ça, je veux dire, c'est une vraie harmonie qui se met en place. Et tu as des micronutriments qui vont arriver juste dans la dose qu'il faut. Et s'ils n'y sont pas, eh bien, ton corps, il a une réserve, il va aller en chercher dans certains endroits. Et ça, ce n'est pas un problème. Mais si tu le fais de manière chronique, comme par exemple, quand on avait fait notre vidéo sur le stress chronique et sur, on avait porté l'importance sur l'axe HPA, on se rend compte là que quand c'est chronique et que ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, ça va amener une maladie chronique inflammatoire. D'ailleurs, j'expliquais aussi il n'y a pas très longtemps à une de mes élèves que tu as beau tout faire bien, bien te nourrir, bien tout faire et tout, si tu ne dors pas bien et tu es toujours stressé, eh bien, ça va enclencher malgré tout des maladies chroniques inflammatoires. Tu vois? Donc, pour la supplémentation, il faut être intelligent, tu vois. Moi, je préconise toujours tu me connais, hein, pour moi, c'est toujours un protocole. Il faut déjà se poser la question de la cause, de la carence, tu vois, déjà la tester. Par exemple, il y a une manière intelligente de tester le magnésium, c'est de filer une grosse dose de magnésium et du bon magnésium. Pour ceux qui seront intéressés, tu pourras mettre le lien où tu mettras l'image de l'article que j'avais fait sur du magnésium, oui, mais lequel. Eh bien, quand tu donnes le bon magnésium, tu peux tester le magnésium. C'est-à-dire que tu vas donner une grosse dose de magnésium à la personne. Et si dans son urine, tu retrouves du magnésium, ça veut dire qu'il te l'a repissé. Ça veut dire qu'il n'en a pas eu besoin, qu'il ne l'a pas absorbé. Par contre, si tu lui as donné une bonne dose et que tu n'en retrouves pas dans son urine, tu as de fortes chances que la personne elle soit carencée justement en magnésium. Tu vois. De la même manière, pour la vitamine B12, on peut mesurer l'homocystéine, tu vois. Et si dans ce cas-là, ben, on a un problème et que le gars il a un problème digestif et que tu ne peux pas le faire, tu peux faire une injection de vitamine B12 méthylcobalamine, mais c'est toujours pareil. Pour moi, c'est un radeau. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire indéfiniment, mais que je vais faire sur une certaine période. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de relancer le système digestif, de relancer un péristaltisme, de relancer une bonne gastrie, etc. Avoir vraiment quelque chose de sain. Après, donner une bonne alimentation bien adaptée à son profil génétique avec une haute densité nutritionnelle. Et puis après, de là, normalement, ça devrait découler tout seul. Si tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les micronutriments nécessaires. D'ailleurs, nos ancêtres ne connaissaient pas les suppléments, ni les compléments, ni tout ce dont on parle ce soir. Ouais. On va revenir dessus parce que ouais, j'ai une question à te poser sur ce sujet parce que notamment il y a une pensée qui se fait quand même de plus en plus présente. Et moi, je me souviens que la première formation de naturopathie que j'ai fait en France, je te donne juste un exemple qui illustre bien cette pensée, c'est de toute façon, en France, pendant le mois d'hiver et le mois de printemps, on n'a pas assez de soleil, donc il faut systématiquement supplémenter tout le monde en vitamine D. Et c'est quelque chose c'est une pensée qui est quand même assez fréquente. Et de là découle un petit peu l'idée que de toute façon,
on est arrivé on est arrivé de si bas dans notre système de production, d'alimentation, d'appauvrissement des sols, qu'on ne pourrait pas faire autrement que de se supplémenter. Et donc de là découle forcément ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, tout le marché de la complémentation. Les véganes vont nous dire oui, mais regarde, moi je veux prendre la B12, et ben de toute façon, on ne peut pas vivre en bonne santé sans se complémenter. Donc, quitte à prendre de la B12, ben, prends du zinc, prends de la D, etc. Et en fait, c'est la porte ouverte à tout ça, en fait, quoi. À toutes les fenêtres. C'est ça, exactement. Mais ça j'ai un ton avis tout à l'heure. Je te repointerai du doigt ce sujet. Mais là, ce dont je voulais parler avec toi, c'était, bon là, on a parlé du réductionnisme un petit peu en nutrition, et maintenant, on peut parler un petit peu du réductionnisme dans la santé d'une manière générale, où on prend comme ça des caractéristiques qui seules, en fait, n'ont aucun sens, comme par exemple l'IMC, hein. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner ton avis là-dessus? Tout dépend de ce que tu vas en faire, tu vois. Enfin, si tu, comme je t'expliquais enfin, la dernière fois, l'IMC, c'est une donnée, tu vois. Au-delà même de l'IMC, on peut parler du bilan de santé, tu vois. Quand tu fais Ouais, ton questionnaire avec une personne, ouais, c'est une donnée dans ton questionnaire, tu vois. C'est une idée. Et après, tout dépend de ce que tu vas en faire, quoi. Je veux dire, moi, pour moi, je fixe jamais une IMC à la personne que j'ai en face de moi, bien sûr. sachant que je m'occupe de rétablir son système digestif, je m'occupe de lui donner une alimentation adaptée, de régler certaines choses qui ne vont pas dans sa vie, enfin, entre guillemets, hein, je ne suis pas pause café. Hein, Pascal le grand, Aziz le grand frère. voilà. Je ne suis pas là pour régler les problèmes sociaux du monde, tu vois, mais tu vois, par exemple, le stress, on en parlait, le sommeil, tu vois, Ouais, des facteurs comme ça qui font partie de l'exposome, parce que pour nous, je le rappelle, hein, l'approche de la santé, pour nous, ce n'est pas de regarder le symptôme, ni la maladie, ni la pathologie dans le cercle que j'avais dessiné, tu vois, mais c'est regarder le cœur du problème, c'est-à-dire que tu as ton patrimoine génétique donc, et le liquide endogène dans lequel il baigne, donc ton génome et ton épigénome, mhm, en interaction avec l'exposome. Qu'est-ce que l'exposome? Ben, l'exposome, en fait, si tu veux, c'est tout ce qui est extérieur, donc le sommeil, la nourriture, etc., etc., etc. Et donc, le poids, si tu veux, il y a énormément de choses qui peuvent le dérégler, que ce soit la façon dont on dort, que ce soit la façon dont on mange et tout ça. Donc, moi, si tu veux, je ne fais pas une fixette sur le poids idéal de la personne, tu vois. Personne ne sera du même poids. Je veux dire, tu as une masse osseuse qui va certainement être différente d'une autre personne. Ce que je t'avais expliqué, l'homme moyen est un mythe, il n'existe pas. L'homme moyen sur lequel on essaie de donner des recommandations générales, il n'existe pas. Donc, à partir de là, il n'y a pas une norme, tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut être une donnée. Par exemple, si j'ai un IMC d'un mec qui a 35 ou je ne sais pas quoi, il commence, tu vois, et que tu vois la forme de son corps et que tu vois qu'il a du gras qui s'accumule au mauvais endroit et tu vois qu'il a des nibs, on dirait ta mère, tu vois. Enfin, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Il y a des trucs, tu vas te dire, bon, IMC ou pas IMC, je m'en tamponne un petit peu, ouais, mais tu ouais, as un petit problème quand même de résistance à l'insuline ou ouais, quelque chose dans ce style-là qui fait que tu commences à ressembler à ma mère, tu ouais, vois. Donc, des trucs comme ça, tu vas te dire, bon, il y a des choses à faire, tu vois. Mais après, voilà, enfin, je sais qu'une femme, il faut qu'elle ait un peu de gras, tu vois, le délire du modèle mannequin, ouais, classique de la ouais, femme maigrichonne, tout ça, machin et tout. C'est pas ça, une femme. D'ailleurs, tu regardes les anciennes peintures et tout ça, les femmes, elles étaient toujours un peu grassouillettes, tu vois, elles avaient des hanches, elles avaient un peu de gras et tout ça. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est normal. Mais après, voilà, si tu donnes une bonne alimentation, ce que je me rends compte, moi, sur le terrain, par exemple, mhm, c'est que quand j'adapte l'alimentation de la personne, eh bien, elle va se stabiliser. Si elle est trop maigre, elle va remonter. Et si elle est trop grosse, elle va redescendre. Et mhm, franchement, ça se stabilise tout seul. Et nous, on ne part pas du point de vue calorique, on part ouais, toujours du point de vue biochimique. Parce que c'est toujours l'interaction biochimique entre tes cellules et ce que tu vas lui donner. Et donc, forcément, s'il y a des personnes qui sont résistantes à l'insuline, parce que c'est ce qui va m'intéresser, moi, au-delà de l'IMC et tout ça, c'est que des données, tu vois. Et c'est moi, après, c'est une approche globale et holistique que je vais faire pour essayer d'amener la personne là où elle doit être et surtout là où elle veut être. Et puis après, ça va dépendre de ses besoins. Est-ce qu'elle est sportive? Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce que c'est une femme ménopausée? Est-ce que, tu vois, enfin, il y a énormément de données, de facteurs qui rentrent en compte pour faire que la chose doit
doit être personnalisé. Après, tu as la personne aussi qui a une maladie auto-immune, tu as la personne qui a, tu vois, tu ne peux pas tout faire de la même manière et je ne pars pas toujours de la même manière. Je vais te donner l'exemple d'une dame que je suis là, que j'ai commencé à suivre aujourd'hui et qui a des symptômes, mais vraiment, tu sais, c'est vraiment un des dossiers les plus bizarres que j'ai jamais eu, tu vois. Ouais. Et en fait, au plus j'étudie son dossier, et je me rends compte qu'elle a plus une tendance végétarienne et tout ça, qu'elle fait presque de l'épilepsie. Et moi, l'épilepsie, il faudrait presque que je la mette en mode cétogène, voire carnivore. Et, tu vois. Donc, il y a des dilemmes, des fois, qui se mettent en place, mais tu es obligé de passer au-delà des dogmes et au-delà parce que ce que je te disais, la science, c'est vraiment les dogmes. Et de la même manière, hein, l'idéologie, c'est vraiment, enfin, avoir une idéologie et se contrecarrer de ses besoins, c'est vraiment la route pour le suicide, ça. Et là, justement, je lui ai demandé de m'appeler demain parce que je ne peux pas lui faire une proposition si elle n'accepte pas de faire les choses qu'il faut, quoi. Je veux dire, si à un moment donné, elle a des dérèglements qui sont dus à la façon dont elle mange, et d'ailleurs, je le vois avec ses analyses, je ne dis pas son nom, tu vois, je te donne juste le truc général, mais je le vois au travers de ses analyses, des carences en fer, elle a trop de vitamine D, il y a tout un tas de choses, tu vois, qui t'amènent à ça, tu vois. Et c'est là que je dis que avoir un bilan de santé, c'est une chose, mais après, c'est ce que toi, tu vas en tirer de cette information. Donc, l'IMC, c'est une de ces données que tu as dans ton questionnaire, que tu as dans le bilan de santé, mais tout dépend de la synthèse que toi, tu vas en faire. Et ça va dépendre une fois de plus de ton état d'esprit. Soit tu es réductionniste et tu vas faire une ribambelle de compléments que tu vas donner à la personne avec des plantes et tout ça. Et attention, moi, je fais la différence entre complément et supplément. Complément, c'est juste pour complémenter les apports journaliers recommandés. Supplément, c'est ce que fait un peu Linus Pauling quand il va donner des surdoses de vitamine C, etc. Et il ne faut pas mettre dedans les plantes. Parce que les plantes, pour moi, ce n'est pas des compléments. C'est vraiment des choses utiles, des choses qui sont vraiment harmonieuses. On en avait parlé, tu te rappelles, dans la vidéo qu'on avait fait sur les composés phytochimiques. Et là, c'est un autre domaine, tu vois. Là, ça rentre presque dans le même cadre que de l'alimentation. Tu as d'ailleurs des médicaments comme l'ail, comme le maca et des trucs comme ça qui vont, je veux dire, ils arrivent dans une forme harmonieuse, donc dans une forme complète et il n'y a vraiment aucun problème à les prendre à ce moment-là, tu vois. C'est pas comme le complément synthétique qui a été fait. On donnait l'exemple de la vitamine B1 qui est fait à partir de goudron de houille. Tu vois, la vitamine D, ils le font avec la graisse du poil de mouton, quoi. Tu prends le fer, ils te le font à partir de clous rouillés. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils bouffent, quoi, tu vois. Est-ce que ça peut remplacer quelque chose de sain? Et c'est la même analogie qu'on avait fait avec les médicaments allopathiques. C'est que c'est des molécules qui sont complètement déséquilibrées qui forcément vont amener des effets secondaires, tu vois. Et il ne faut pas s'en étonner parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va contrecarrer. C'est ce qu'expliquait le docteur Anthony Fardet quand il a abordé le sujet des antioxydants, qui t'expliquait qu'il y avait une cascade et qu'à chaque cascade, il fallait un antioxydant pour justement amortir cette oxydation, tu vois, et faire qu'en sortie de cette chaîne, parce que souvent c'est des cycles, tu vois, en sortie du cycle, que ce soit complètement atténué et qu'on ait éteint le feu. Et que si tu veux, l'oxydation, on en a besoin, mais il ne faut pas qu'elle soit incontrôlée, tu vois. L'oxydation, c'est un peu comme des hélicoptères qui vont tourner dans tes cellules, tu vois. Et ça, il faut savoir le canaliser. Et quand tu vas faire trop d'une chose pendant trop longtemps, tu vas forcément faire des dégâts, tu vois. Et c'est cette approche réductionniste que nous, contre laquelle on se pose en fond, en fait. Après, ça posait aussi un autre, on va dire, cette normalisation, hein, ou qu'on l'appelle réduction au niveau des caractéristiques de santé. Le problème, voilà, c'est que déjà, on nous met dans des cases et si on les dépasse en bas ou en haut, ben, de toute façon, il va y avoir prescription de médicaments, comme par exemple les statines, hein, pour le cholestérol. Hein. Moi, je me souviens, j'ai un ami à moi, il avait fait un bilan sanguin, il était, je crois, de 0,1 ou de 0,2 en dessous de la limite, je ne sais plus ce que c'est la limite du LDL. Eh ben son toubib, il voulait lui prescrire des statines. Il a 29 ans, il est en pleine forme. Enfin, voilà. Et là où ça pose problème aussi, c'est qu'on se rend compte que ce réductionnisme, il n'est même pas le même en fonction des différents pays. C'est-à-dire que tu vas au Luxembourg ou tu vas en Suisse, autant en Suisse, c'est pas les mêmes normes. Voilà, en Suisse, tu n'es pas malade. Et en Luxembourg, il t'a déjà prescrit, une ribambelle de statine, quoi. Donc, ça, c'est la force du lobbying, ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, par exemple, avec la statine, c'est, et ça, franchement, hein, je veux dire, c'est le médicament
enfin, entre guillemets, médicament, c'est le poison le plus rentable de Big Pharma. Et ça part, tu vois, je t'ai parlé d'Ansel Keys, ça part de l'approche réductionniste d'Ansel Keys qui a incriminé le gras, tu vois, sous la pression des lobbies du sucre, etc., qui a incriminé le gras, donc le cholestérol, et qui est allé dire que c'est le cholestérol qui crée un problème. Mais vouloir abaisser le cholestérol, c'est aussi con que de dire que, par exemple, quand tu dis LDL ou HDL, bon cholestérol, mauvais cholestérol, c'est comme si tu prenais un hôpital et que tu avais un accident, tu vois. Alors là, tu as une ambulance qui va aller vers l'accident, ça, c'est le mauvais cholestérol. Et l'ambulance qui va revenir vers l'hôpital, c'est le bon cholestérol. Parce que le cholestérol, c'est quoi? C'est juste un véhicule. Hein. C'est le véhicule, il va venir, il va se rendre à l'endroit où il y a un problème. Mais le problème, par qui il a été créé? Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a du gras sur la scène du crime que tu vas incriminer le gras. Là, tu vas travailler comme Colombo, tu vas te gratter la tête, tu vois. Tu vas dire avec ton gros cigare, ma femme, et tu vas te dire, mais attends, l'inflammation qu'il y a eu, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu commences à rentrer dans un prédiabète, quand tu commences à avoir une résistance à l'insuline, en fait, le sucre, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si tu prenais du papier à poncer et que tu venais poncer l'intérieur qui est super lisse. Hein, tu sais, le tissu épithélial dans les veines, c'est super lisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu venais avec le sucre et que tu venais frotter avec du papier à poncer. Donc, forcément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des mini-cicatrices. Là, qu'est-ce qu'il se dit, ton corps? Ton corps, il est intelligent. Il faut qu'il répare. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va envoyer l'équipe de secours avec le cholestérol, qui est le véhicule. Et lui, il vient se coller dessus, tu vois, pour réparer, en fait. Mais après, quand tu le fais trop souvent, ça s'accumule et ça va boucher le truc. Donc, du coup, en fait, Ansel Keys était parti sur son analyse de 7 pays. Il avait fait la corrélation, en fait, il avait fait du cherry picking, comme on dit. Il avait choisi les pays qui correspondaient à sa façon de voir les choses. Le paradoxe français dans lequel nous, on bouffait du gras et on était en bonne santé, il a été mis un peu de côté, tu vois. Mais on a pris des autres pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre, tout ça. Enfin, voilà. Il y avait 7 pays qui ont été pris. Et en fait, vaille que vaille, même si de l'autre côté, tu avais un autre toubib qui s'appelait Gerald Reven, et Gerald Reven, lui, avait parlé justement du syndrome X, tu vois, et comment ça s'appelle, syndrome métabolique. Et le syndrome métabolique, il avait été déjà décrit à cette époque-là, et il avait déjà, lui, incriminé le fait qu'il y avait une hyperglycémie, si tu veux, et que c'était vraiment la cause des problèmes cardiaques. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle moi, je mesure, par exemple, plutôt que de mesurer le LDL ou le HDL, je vais mesurer le LDL oxydé, je vais mesurer la glycémie, je vais mesurer les triglycérides, et à côté, je vais mesurer aussi l'homocystéine, parce que c'est l'accumulation. En fait, il vaut mieux avoir une image de l'homocystéine, ce qui se passe au niveau de l'homocystéine, plutôt que juste les HDL, LDL. Moi, des fois, tu vois, par exemple, une femme ménopausée qu'elle ait du cholestérol en plus, c'est une bonne nouvelle, moi, pour moi, limité. Et c'est presque con d'aller mesurer le cholestérol chez une femme ménopausée, tu vois. Ça ne fait aucun sens, tu vois. Et donc, du coup, en fait, c'est là que tu vois que cette approche réductionniste, elle joue toujours à l'avantage des industriels. De la même manière, pour le Nutri-Score, je l'avais décrit en long, en large et en travers, quand tu as une approche réductionniste, que tu vas incriminer un facteur en disant, par exemple, qu'on mange trop salé ou trop sucré, que va faire l'industriel? Eh bien, il va amener de l'aspartame. Et donc, du coup, forcément, il aura moins de sucre, tu vois. Et donc, du coup, il aura une meilleure note. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec un Coca Light qui a une note B, et puis tu as l'emmental, je ne sais plus quel fromage, c'était le bleu, qui lui a une note E. Ou l'huile d'olive, par L'huile exemple. d'olive qui a une note D, tu vois. Alors là, tu vois la bêtise et la limite du réductionnisme. Et de la même manière, tu vois, quand tu files de la statine à des personnes, ce que font beaucoup de toubibs, pourquoi? Et c'est là que je me pose la question. Limite, s'ils vont faire ça, pourquoi est-ce qu'ils ne les supplémentent pas en coenzyme Q10? Parce que le problème avec les statines, c'est que ça va te bouffer la coenzyme Q10, qui est un antioxydant, tu vois. Et ça, je veux dire, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est rare. Hein, j'en vois beaucoup, moi, des prescriptions, des gens qui reviennent avec ce qu'on leur a prescrit. Je n'ai jamais vu, jamais une fois, j'ai entendu un toubib en parler, une seule fois dans ma vie, et c'était au Maroc. Et lui, il en avait parlé parce qu'il avait été voir les études et tout ça. Et il savait que la coenzyme du Q10, eh bien, elle était déplétée par les statines. Mais au-delà même de ça, les statines vont créer des problèmes cardiaques.
Mais on le sait, je veux dire, les études, elles sont là. On le sait même depuis des années, ça. Mais c'est toujours pareil. Tant qu'on est sous l'emprise de Big Pharma et tant qu'on est sous cet état d'esprit, parce que ce que je t'expliquais, le réductionnisme, au-delà même de juste un livre, ça a donné un état d'esprit, tu vois. Et comme disait mon père, paix à son âme, si tu apprends un marteau à planter des clous, tout ce qu'il saura faire, c'est planter des clous. Et donc, tu ne vas pas aller voir le marteau si tu sais qu'il plante des clous, tu vois ce que je veux dire. Donc, cette approche réductionniste dans la santé, on ne la retrouve pas qu'avec les statines, on la retrouve dans un milliard de choses. En fait, si tu veux, la médecine, c'est presque devenu aujourd'hui la gestion de symptômes. On ne fait plus de la médecine intelligente, on ne fait plus de la médecine de réflexion, on ne fait plus de la médecine où on va réfléchir aux causes de la cause et pourquoi les choses se font. On va juste dire, bon, mais tiens, j'ai trouvé du cholestérol, tiens, je vais cholestérol. Tiens, le mec, il lui manque de la vitamine B12, tiens, je vais y coller de la vitamine B12. Et ça, tu te rends compte aujourd'hui que cette déformation réductionniste, elle a même franchi les frontières et tu la retrouves même en termes de recherche malgré tout chez le docteur Anthony Fardet. Je n'ai rien contre lui. Vraiment, franchement, c'est un super gars. Même il m'a envoyé un message en me remerciant et tout. Je veux dire, et puis, ce n'est pas sa faute. Il y a certaines données qu'il donne qui ne sont pas, voilà, tu vois. Et de la même manière, tu as des naturopathes qui vont te faire du réductionnisme en faisant de l'allopathie verte, en pensant qu'ils font ce qu'on appelle de la naturopathie. Mais ce n'est pas du tout de la naturopathie, ça. Tout à fait, tout à fait. Et là, tu rentres parfaitement dans le dernier point voilà, qu'on voulait aborder. C'est voilà, la promotion du réductionnisme par la pensée dominante et comme quoi il y a toujours un intérêt économique derrière. Donc là, on peut peut-être revenir sur ce que je te disais tout à Enfin, l'heure. pas que économique, Ouais, je peux te couper, pas ouais, que vas-y. économique. Je pense que les gens font une erreur de penser que c'est juste économique. Et, il faut bien comprendre, c'est pas pour rien, et c'est pas anodin que je te parle des roses écruciens et tout ça. Il faut bien comprendre qu'il y a une idéologie là derrière. Tu vois ce que je veux dire? Sans rentrer, je m'en tamponne. Moitié des gens, ils me traitent de complotiste. Je suis même plutôt flatté quand on me dit ça. Ça veut dire que j'ai gardé un esprit critique et que je continue à poser des questions. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit au début. L'ennemi de la science, ça n'a jamais été la religion, ça n'a jamais été la métaphysique ou quoi que ce soit, ça a toujours été le dogme. Et le dogme, c'est quoi? C'est de remplacer la réflexion, la curiosité, le fait de pouvoir poser des questions, le fait de pouvoir remettre en cause, le fait d'apporter une contradiction à une idée, tout ça. Eh bien, ça, c'est l'intelligence, tu vois. Mais quand tu commences à remplacer ça par des dogmes et par des trucs qu'on ne peut pas franchir parce que sinon, on est vraiment un complotiste, on est vraiment ce que tu veux, tu vois, eh bien là, moi, je suis plutôt même flatté d'être traité de complotiste. Et je pense que les gens devraient commencer à se libérer de ça et ne plus regarder la chose comme si c'était péjoratif et le prendre plutôt comme une médaille et se dire, ben, écoute, moi, je préfère faire partie du bord de ceux qui continuent à réfléchir aujourd'hui et à se poser des questions sur ce qui est en train de nous arriver parce que là, on le voit, hein, on a changé de société quand même. Je veux dire, en 2 ans, tu as l'impression que avant, on ne l'a jamais connu, quoi, hein. Là, ce qu'on vit depuis 2 ans, eh bien, voilà, et c'est encore ça, c'est encore, je veux dire, on parle de réductionnisme, mais tu le vois, hein, je veux dire, les types, ils te parlent, oui, on va traiter de la même manière tout le monde, maintenant, ils veulent même aller à nos gauches, je ne vais pas dire le mot pour ne pas faire sauter la vidéo, mais tu as compris de quoi je parle, quoi. Ouais, Donc tout à voilà, fait. c'est une idéologie, voilà, il y a une idéologie mortifère parce que ces gens, si c'était que l'argent, les gens comme Vanguard et BlackRock, c'est contrôlé par des familles au-dessus. Ces familles, on les connaît, c'est les mêmes qui contrôlent les banques centrales. Donc ces gens-là, si tu veux, ils ont un idéal de société. Et c'est vers cet idéal qu'ils essaient de nous faire tendre et qu'ils essaient de nous amener. Et pour transformer l'homme, il ne faut pas juste le transformer de manière psychologique, spirituelle et tout ça, il faut aussi le transformer dans son corps. Et pour le transformer dans son corps, eh bien, tu peux le transformer comment? Par l'alimentation, c'est une des choses. Je veux dire, quand on voit que, enfin, tu le sais, hein, tu as été végétarien, tu l'as vu, hein, le truc, hein, et tu vois les gens qui s'y attardent un peu trop, là, le mouvement végan, essaie de discuter avec un végan, tu vas comprendre. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Ces gens, ils sont modifiés génétiquement, mais par la bouffe, quoi. Oui, c'est physique et c'est mental et c'est physique, hein. Je veux dire, Ah, tu le vois, ils ont quoi. le physique de leurs idées, quoi. Ça va ensemble, quoi. Tu es irritable en plus, voilà, quand tu n'as pas les minéraux, on parlait de cofacteurs tout à l'heure en termes de biochimie et de réaction biochimique, Ouais. là, tu en as un exemple parfait, quoi. Le Ouais. système nerveux, c'est un des premiers à prendre une gifle. Tu vois, quand tu perds du magnésium, quand tu perds des minéraux et tout ça, ton système nerveux, il ne va pas bien, quoi. Ouais.
Et comme je disais, moi, à Marjo ce matin, moi, il y a vraiment un truc, parce que je le vis, tu vois, surtout ma génération autour de moi, je le vis vraiment. Moi, il y a un truc vraiment, qui me frappe, c'est l'auto-complémentation. C'est-à-dire que moi, j'ai des copains autour de moi, pas que, hein, mais ils le font pas tous, mais j'en ai beaucoup qui se complémentent. Et attention, c'est pas des mecs qui font de la compétition à haut niveau, je sais pas quoi, hein. C'est des gens qui vont au CrossFit 2 fois par semaine, tu vois, mais qui chez eux ont le sachet de protéines en poudre, ont les 3-4, tu vois, les oméga 3, les BCA, les compléments de ci, de ça, la vitamine D. Ils ont toute une ribambelle de compléments et tout ça, tu peux l'acheter sans ordonnance, sans rien. Et ça commence à devenir, enfin, pour avoir eu Bah, quelqu'un de ma famille qui était à fond dedans, ça devient en fait comme faire du vélo, en fait. Ça devient partie intégrante de ta vie et moi, je peux comprendre que tu ne te poses pas la question, tu vois, pourquoi est-ce que je suis obligé de se prendre ça? Il y a tout le monde autour de toi qui en prend, donc tu en prends comme tout le monde, en fait, quoi. en fait, c'est leur perception qui est faussée. Parce que, pourquoi? Parce que pour eux, c'est naturel. Pour eux, c'est sain. Donc, tu sais, c'est associé, même tu regardes même le marketing, l'emballage comme il est fait en général. Tu te dis, je ne vais pas avoir de problème avec ça. Par contre, nous, on sait, Ouais, tu ouais. l'as vu au travers des études, hein, avec les vitamines B, avec les vitamines, qu'elles sont inutiles, voire même dangereuses. Tu as vu les antioxydants, tu as vu quand tu donnes trop d'une chose et tout ça, Ouais. quand tu la prends trop longtemps. Et moi, ce que j'expliquais justement hier dans ma vidéo, c'est que tu ne le fais pas à l'aveugle, ce genre de choses. Pourquoi je t'ai parlé du pipi avec le magnésium? Pourquoi je t'ai parlé de l'homocystéine? Parce qu'on teste. On teste. On voit ce qui se passe, tu vois. Les maladies chroniques inflammatoires, les diabétiques, en général, tu sais qu'ils vont être carencés, peut-être 100% sûrs. D'ailleurs, tu avais eu cette étude qui s'appelait, j'avais oublié son nom, tu vois, une grosse étude qui avait été faite justement sur les micronutriments. On s'est rendu compte qu'énormément de gens étaient carencés en vitamine D, tu vois. Mais après, voilà, tu peux te supplémenter intelligemment. La vitamine D, tu peux l'avoir avec l'huile de foie de morue. Je disais justement qu'il y a une marque d'huile de foie de morue qui s'appelle Mhm. Rosita, Mhm. qui est fait de manière manuelle, dont l'huile n'est pas rance, parce que là encore, c'est pareil, avec les suppléments d'huile de Mhm. poisson, tu vois. Et c'est pareil, je dis toujours qu'il vaut mieux prendre du poisson entier, parce que tu as toujours cette synergie des Mhm. micronutriments qui vont faire que tu vas avoir une meilleure biodisponibilité et Mhm. que ça va mieux marcher si tu prends le poisson entier. Mhm. Mais là, n'oublie pas que tu as des gens qui ont une aversion, par exemple, pour le poisson. Là, tu vas avoir un problème pour leur donner. Tu vois, ce n'est pas toujours aussi simple de faire des recommandations à des gens. Donc, des fois, qu'est-ce qu'ils trouvent comme zigzag? C'est de donner la gélule. La gélule, tu ne la sens pas, tu l'avales et elle va se Mhm. décomposer dans ton estomac, tu vois. Mhm. Moi, je préfère l'huile de foie de morue, mais même Rosita font des gélules d'huile de foie de morue. Mais c'est toujours pareil, il faut faire attention à l'origine et avoir une traçabilité par rapport à ce que tu vas prendre et par Mhm. rapport à ce que tu vas donner pour vraiment t'assurer que c'est quelque chose de qualité. Parce que c'est énormément, par exemple, de personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital aux États-Unis parce qu'ils se supplémentaient avec des huiles de poisson rances. Ok. Donc, des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien, tu vois ce que je veux dire? De vouloir rentrer dans ces phénomènes de mode et de vouloir prendre des compléments parce que tu penses que tu as une perception et tu as une déformation qui fait que tu vois ces choses comme des choses qui vont t'apporter un plus. Mais la seule personne qui va en bénéficier en général, c'est la personne qui les produit, tu vois. Parce que lui, ouais, je dis ça, je rigole, tu vois, mais aux Ouais. États-Unis, ça représente quand même, en 2006, ils avaient fait une étude, ça Mhm. représentait 30 milliards de dollars de Ouais. chiffre d'affaires. Ouais. Donc, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ne vont pas te dire, oui, attention, tu sais, la vitamine B, machin, je la produis avec des couilles de singe, tu vois? Enfin, voilà, des trucs. J'exagère, tu me connais, il faut toujours que je décolle un petit peu. Mais si on regardait la façon dont c'est produit et la biodisponibilité, la façon dont c'est assimilé, et si on se posait les vraies questions et si on voyait comment c'était fait, de la même manière avec les produits transformés, tu sais, les plats préparés et tout ça, si jamais tu vas un jour dans une usine, si tu vois même les bonbons Haribo, tu vois, va dans une usine et tu vas voir les boyaux et les machins et trucs, je te jure que ça va te la couper net. De la même manière, tu regardes la façon dont ils font la viande de McDonald's. Mais plus Mhm. jamais s'y met un pied. Mais je vais te dire, tu sais quoi, l'époque où on vit aujourd'hui, les gens, ils sont tampons complets, tu vois. Tu vas lui montrer, il va dire, ouais, super. Et le lendemain, tu vas le retrouver. Tu te rappelles, pendant qu'il y avait le confinement, tu avais la queue devant les McDonald's. Ouais. Ouais, ouais, je me souviens. Ouais, ouais. Ouais, Ouais.
Ouais, moi je peux te jurer, la dernière fois que j'y suis rentré, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça, tu vois. Mais bon, voilà, j'étais à des milliards de kilomètres de ce que je pense aujourd'hui, tu vois. J'y allais, bah, voilà, voilà. Et surtout, on n'y allait pas pour manger un repas, on y allait, tu sais, Passer un comme un bon goûter, moment. en fait. Ouais. On prenait un milkshake, un burger, un machin, avec les potes et tout le monde était content. Mais c'était pas, on s'est jamais nourri au McDonald's, tu vois. C'est comme le mec qui avait fait Super Size Me, le film, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, très bon film. Le mec, il s'est nourri au McDonald's, l'autobus lui a dit arrête, quoi. Arrête, arrête. Il mourait, je C'est crois. tout. Dans les, Parce que dans les deux là, mois, il était mort, je crois, hein. S'il ah, mais continuait, c'est un deux, truc trois de mois, il était fou. Voilà. mort, S'il hein. continuait, il allait crever, quoi. Et tu te rends compte, là, encore une fois, de l'approche réductionniste qui considère à considérer que voilà, tu as tant de calories et que ça vaut les autres calories. Ouais, ouais. Eh ben non, tu Eh ben vois. non. Et puis la viande, c'est pas la même. Et puis l'huile, c'est pas la même. Et puis n'oublie pas que ces alchimistes, ils te mettent des trucs dans la sauce. Tu sais, le point de félicité, c'est pas une légende, hein. C'est quelque chose qui est étudié dans ce genre d'industrie pour faire en sorte que tu y reviennes, tu vois. Et le marketing, c'est un peu comme, comment te dire, c'est un peu de la programmation, tu vois. C'est un petit Mm. peu du bourrage de crâne, du lavage de cerveau, et on va te faire avoir une perception, mais qui va venir recouvrir la réalité, si tu veux. Mais en fait, si tu as un peu, si tu es un petit peu perspicace et que tu te poses un petit peu les questions, que tu vas regarder un petit peu les études, tu enlèves cette perception et tu regardes la chose telle qu'elle est. Et quand tu regardes la chose telle qu'elle est, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, C'est la de la merde. supplémentation générale, c'est quoi? C'est un radeau Ouais. dont on se sert, nous, thérapeutes, dans certains suppléments, c'est pas tous, hein, tu le sais, j'ai fait une liste, vitamine D, vitamine K2, magnésium, enfin, des genres de trucs comme ça, où des fois, tu y gagnes à le faire. Comme je te Mm. disais tout à l'heure, il ne faut pas être dogmatique, tout le temps nier la chose, tu vois, ou tout le temps écarter les choses parce qu'il ne faut pas le faire, parce que dans la nature, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais Mm. des fois, ben, écoute, quand tu ne peux pas, tu es obligé. Je donnais justement dans la vidéo hier l'exemple d'un autiste qui a un intestin, on sait que c'est enfin, la relation, l'interaction intestino-cérébrale, elle n'est plus à démontrer. On sait pertinemment que les autistes, ils ont un problème au niveau des intestins. Tu n'as pas vu la vidéo que j'avais fait justement sur l'ataxie avec une de mes élèves? Non. Ah ben, je t'encourage à la voir. Bon, elle est de mauvaise qualité parce qu'on a enregistré le truc, il y a eu des petits problèmes dans la vidéo, mais on a fait une vidéo justement et elle me parlait de sa fille. Donc, tu vois, c'est mon élève et elle me parle de sa fille qui a eu Mm. la taxi. Et Mm. donc, elle a passé du temps. En fait, du jour au lendemain, sa fille s'est transformée. Elle s'est mise, je ne sais pas si tu vois ce que c'est la taxi. Tu te mets à avoir des tremblements, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus contrôler tes muscles s'atrophient. La myéline, c'est un petit peu comme dans la sclérose en plaques. D'ailleurs, elles se ressemblent un petit peu, ces deux maladies. Et tu as, un petit peu la myéline qui est un peu la gaine de Ah ouais. tout ce qui est nerveux. C'est comme la gaine de ton frein pour ton vélo qui vient s'atrophier, qui vient se faire bouffer par justement ton immunité. Et donc, du coup, l'immunité, on s'est rendu compte qu'elle était déclenchée par le gluten, par certains aliments et tout ça. Donc, Ouais. tu vois, Ok. comment te dire, j'étais parti sur quoi? Parce que là, je suis parti d'une à l'autre. Je Ouais. parlais justement de l'autisme et que quand tu as des problèmes au niveau intestinaux et que tu commences à avoir un intestin qui fuit et que tu commences à avoir des peptides et des bactéries et tout un tas de choses qui vont venir circuler directement dans le système circulatoire sans avoir été filtrées par le foie et tout ça, donc là, c'est là que ça va déclencher l'immunité, tu vois. Et Mm. cette immunité, elle crée une inflammation, si tu veux. Ouais. Et c'est cette inflammation qui va créer justement cet autisme. Ok. Et donc, toi, des fois, tu n'as pas d'autre choix parce que tu te rends compte qu'ils sont énormément carencés en vitamine B12 et qu'il a besoin d'un apport en vitamine B12 pour justement essayer de relancer le système et que tu te rappelles ce que je te disais, que c'est un Mm. radeau. Ben moi, de donner en intramusculaire une injection de vitamine B12 méthylcobalamine qui est introuvable en France, je suis obligé de la Mm. commander en Allemagne, eh Mm. ben, je me rends compte que ça fait une grosse différence, tu vois. Tiens, énormément, tu as un apport, le gamin, de suite, il se sent mieux. De la même Mm. manière que cette petite avec la taxi, elle en aurait bénéficié, je parie, dans son truc. Mais elle avait été voir un chiropraticien qui avait eu Mm. justement cette approche intelligente et qui s'était rendu compte qu'il y avait le gluten, qu'il y avait la caséine, qu'il y avait tout un tas de choses. Et comment on s'en est rendu compte? En faisant des tests, en testant la gliadine, entre autres, en testant tout un tas de choses qui vont nous donner des indicateurs. Et ça rentre dans le même cadre de ce que je te disais tout à l'heure. C'est des informations desquelles tu dois faire du sens, tirer du sens pour venir apporter une réponse
adapté et qui va vraiment faire du bien et amener un mieux. Ce n'est pas dire, bon, mais ton fils, il est autiste, oui, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? Est-ce qu'il a trébuché sur sa mère? Est-ce qu'il a mal à son père? Non, tu devrais l'amener faire du yoga. Au secours, tu vois. Il y a vraiment, il y a un moment donné, il faut être intelligent, voir les choses vraiment pour ce qu'elles sont et essayer d'apporter une aide et pas juste faire des trucs de la théosophie, quoi. Avoir une approche efficace. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous, en tant que thérapeutes. Ce n'est pas d'être dogmatique, c'est de vraiment apporter une réponse adaptée. Et même si des fois, ça peut être de la supplémentation pendant un certain temps, eh bien, on le fait. Mais si tu n'as aucune raison de prendre un supplément, pourquoi tu vas t'emmerder la vie et pourquoi tu vas te ruiner? Ça sert à quoi? Va amener tes gamins à Luna Park, tu auras mieux dépensé tes thunes. Ouais. Moi, il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que c'est toujours à géométrie variable. C'est-à-dire que moi, tu sais, j'aime bien le foie. Tous les samedis, je cherchais mon foie au marché. Et j'ai souvent eu des réflexions. Ah, mais tu vas faire une hypervitaminose en vitamine A. Mais ça pose pas de problème, tu vois, de prendre toute l'année des compléments, des méga doses de vitamine D. Je sais pas si tu as déjà vu passer ça. Ouais, Il, ouais, il j'ai vu, file, j'ai vu, j'ai vu. il file, je sais plus combien il file, 30 000 ou 100 000 UI, il file d'un coup, tu vois. Et Ouais, mais ça, c'est la lignée de pensée de Linus Pauling, tout ça. ouais, Tu sais, les mégadoses, les superdoses. ouais. Ben, tu vois, d'un aliment naturel, ça pose problème tout de suite. Ah, surtout, ne mange pas trop de foie, ne mange pas trop de viande, trop de ci. Mais par contre, ben, quand c'est une petite Bah, je sais pastille, une qu'il petite faisait pilule, attention. À l'époque, je sais qu'il faisait attention avec les femmes enceintes, tu vois, par ouais. exemple, avec la vitamine A, qu'ils y allait mollo et tout ça. Mais bon, voilà. Enfin, la vitamine A, elle est super importante. Tu le sais, hein, je veux dire, voilà. Et puis, quand tu me parles d'abat et tout ça, c'est super important d'en avoir. Tu sais, les gens qui bouffent que de la viande maigre, eh ben, ils auront un problème. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de vitamine A, c'est très difficile de bien, comment dire, assimiler la protéine. Parce que si tu n'as pas de rétinol, c'est ça, hein, la vitamine A. Si tu n'as pas de rétinol, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait ton corps? Eh bien, il va aller le pomper dans le foie, tu vois. Et si tu restes trop longtemps juste à manger des viandes maigres en te disant que, ben, écoute, je mange de la viande tant que je mange du poulet, tout ça, c'est de la viande, ça vaut l'autre viande, c'est pas vrai. Il vaut mieux manger un petit peu d'abat. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande et c'est ce qu'on préconise dans le monde ancestral, hein, c'est de manger l'animal du museau jusqu'à la queue. C'est ce que faisaient les anciens. Et je veux dire, c'est pas anodin. Hein, je veux dire, et quand tu manges les tripes, quand tu manges machin, il y a même des gens qui bouffent les yeux, qui bouffent, je veux dire, tout ça, le cerveau, tout ça, ça se mange, quoi. Et il y a une raison à ça, je veux dire, on ne va pas gaspiller, déjà d'une part, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu le sais très bien, hein, là on parle de la vitamine A, mais on pourrait parler de la vitamine B12, on pourrait parler de la folate, on pourrait parler énormément de choses. Par exemple, si tu vas te supplémenter en acide folique, l'acide folique, ce n'est pas le folate. Il est impossible de mettre du folate dans les suppléments parce que ça va devenir rance, ça ne peut pas se conserver. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé l'acide folique. Mais là, c'est toujours cette approche réductionniste. Est-ce que l'acide folique est assimilé de la même manière? Tu sais que tu as le gène MTHFR. Et si tu as un défaut à ce niveau-là, tu vas avoir énormément de mal à transformer l'acide folique en folate. Donc, la conversion ne se fera pas. Donc, tu auras beau prendre tout l'acide folique synthétique que tu veux, tu n'arriveras pas à l'objectif que tu t'es donné. Alors que si tu prends de l'huile de foie de morue ou si tu prends des abats, etc., ben, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus disponible, tu vois. Après, voilà, moi, je ne le conseille pas de le manger tous les jours, tu vois, mais de le manger une fois dans la semaine, une fois tous les 15 jours, c'est largement suffisant hein, pour avoir les apports. Il ne faut pas oublier qu'on parle de micronutriments, des fois, c'est juste des traces qu'il faut, tu vois. De certaines choses. Par exemple, l'iode ou des choses comme Ouais. ça. Des fois, c'est juste une trace qu'il faut, tu vois. Et c'est des choses que tu es capable comment te dire, de conserver dans ton corps, d'accumuler, pas comme par exemple les vitamines liposolubles qui, elles ne font que passer, tu vois. Tu peux pas les conserver, donc tu es obligé de les consommer constamment. Mais dans certaines choses qui vont être super utiles dans les abats, c'est pas obligé d'en manger tous les jours, quoi. Mais moi, je le conseille, tu vois, justement, par exemple, la dame que je t'ai dit qui m'a contacté, dont j'ai le suivi et que j'ai commencé à faire le suivi aujourd'hui, elle va être obligée d'y passer. Mais ce qui Ouais. m'emmerde, c'est qu'elle
elle a ce côté végétarien, tout ça, qui va venir poser problème. Parce que là, on rentre dans l'idéologique et Ouais, ça va nous poser problème parce que l'idéologie vient s'opposer aux besoins. Et là, c'est ouais, vraiment un problème, tu vois. Et surtout, nous, on a tu vois, au niveau gustatif, on a été éduqués d'une certaine manière. On a été éduqués à ne pas avoir ces goûts, tu vois, à ne pas avoir ces trucs un petit peu complexes et surtout à regarder, avoir une aversion par rapport à ça. Et de plus en plus, tu le vois avec tous ces mouvements végans à la con, là. Enfin, je dis à la con, ça m'énerve, je te jure. Je veux bien faire le mec, tu vois, qui la joue peace and love avec tout le monde et tout ça. Mais c'est vrai que ça me, tu sais, quand c'est abusif, quand c'est extrême, ça m'agace, tu vois. Et tous ces mouvements-là qui viennent photographier les gens qui bouffent de la viande et qui commencent à devenir extrêmes, à attaquer des bouchers, à leur défoncer leurs vitrines et tout ça, tu vois, ces genres de mouvements-là, ça me rappelle l'armée des 12 singes, c'est le film, où ouais. tu as des groupuscules qui se forment là, idéologie, avec une idéologie à qui on a lavé le cerveau et qui vont aller à l'encontre même de ce qu'est l'homme, de ce que veut faire l'homme et qui vont vouloir venir dicter même leur putain de façon de penser à des gens qui font les choses de manière saine. Je veux dire, tu as des gens qui vont élever leurs animaux de manière saine, qui vont nous amener des animaux de qualité qu'on va manger, qui vont nous aider, qui vont nous apporter des nutriments. Je veux dire, c'est pas, il n'y a rien de criminel. Hein. Je veux dire, les spécistes, tout ça, tu sais, il y a tout un tas de mouvements là, qui commencent à naître un petit peu à gauche, à droite et qui m'emmerdent, en fait, si tu veux. Moi, enfin, je veux bien rester le mec ouvert et tout ça, tu vois. Mais franchement, tu sais, au bout Ouais, d'un moment, ça... parce qu'en fait, si tu veux, ils attaquent le bien commun. C'est un petit peu une guerre qui est lancée là, si bien tu veux. sûr. Tu vois, c'est des gens qui se font agressifs, tu vois, et qui veulent vraiment modifier notre façon de faire. On commence à nous faire des viandes synthétiques, on commence à vouloir nous injecter des choses, on commence, enfin, tu vois, ça commence à bien faire un petit peu. Ouais. M'énerve, Enfin, quoi. ouais, moi aussi, ça m'énerve. Et c'est vrai que j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur ce sujet, la course à l'idéal beauté, avec on va dire, la pensée dominante qui nous pousse en fait vers des physiques qui ne sont pas naturelles. Par exemple, pour les hommes, si tu vas sur les réseaux sociaux, j'avais identifié deux stéréotypes, enfin, le bodybuilder, tu vois, enfin, le bodybuilder ou le mec, tu sais, très musclé, enfin, c'est ce vers quoi on nous pousse et t'as qu'une seule manière d'atteindre ce genre de physique qui n'est pas naturel pour toi. Mais il faut que tu passes pour sortir de ta génétique, de ta morphologie, pour casser le plafond de verre de ta morphologie, t'as qu'une seule solution. Il faut prendre des produits. Il faut prendre des produits de synthèse, il faut prendre des stéroïdes, il faut aller au surentraînement. En fait, il faut faire que des choses qui te dénaturent, en fait. Et d'un côté, j'avais identifié ce stéréotype-là, tu vois, un petit peu le mec bodybuildé. Et de l'autre côté, bah, tu vas avoir le médiocre, quoi, le lâche, le mec qui fait pas de sport, tu vois, un esprit sain dans un corps de lâche. Et c'est un petit peu, je suis un petit peu dur dans mes mots, tu vois, mais c'est ce que j'ai retrouvé dans ce milieu un peu naturopathique, végétalien, de l'alimentation Ouais, vivante. c'est une forme de fascisme, tu vois. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu vois les statues là, romaines, là, sans Ouais. visage, avec les corps bien faits, tout ça. Tu as pendant, sous Mussolini aussi, c'était un petit peu fait de la même manière, où on te présentait le mec, tu vois, costaud, machin, tout ça. C'est une espèce de fascisme de l'esprit, tu vois. Et tu as énormément de littérature qui en parle de ça. Là, moi, tu sais, il y a une chose qui me venait en tête, c'était l'absurde. Là? L'absurde, tu sais. Oui, l'absurde. L'absurde, L'absurde, tu ok. vois. Et le maître de l'absurde, c'est Kafka, tu vois. On Kafka. arrive Ouais. à… Tu sais, Kafka, il te parle d'un idéal, ou il te parle, par exemple, dans Le Château, dans son livre Le Château. Tu entends parler du château constamment, mais tu ne le vois jamais, en fait. Ouais. Tu vois, c'est des illusions. Ou alors des scènes absurdes où tu as le mec qui est dans son lit, qu'on vient chercher dans son lit pour l'amener à un procès. Ce procès se fait dans un grenier. En fait, tu vois, il reste assis devant un type. Il reste tellement assis devant lui qu'il commence à lui regarder les plis, à regarder les machins, à se focaliser sur des choses qui n'ont aucune importance, tu vois. Mm. Et de là, de la même manière, à vouloir faire des morphotypes, à vouloir faire des types. Tu sais, d'ailleurs, tout à l'heure, je suis abonné à Channel 4 qui est Mm. une chaîne anglaise, parce que moi, je suis le rugby à 13. Je te l'avais dit, tu vois. Et le rugby à 13 en France, si tu veux, on a deux clubs qui sont en Super League, dont un des clubs pour qui je jouais à l'époque, qui s'appelle le Toulouse Olympique 13. Mais à l'époque, on n'était pas encore, nous, dans le truc de la Super League, du professionnalisme. On était dans la première division Mm. française, qui était le seul endroit où les clubs français jouaient. Et pourquoi je te dis ça?
Je te dis ça, ouais, parce que Channel 4, justement, tout à l'heure, il y avait une publicité, j'attendais de voir un petit peu les résultats là, du rugby, il y avait une publicité qui était faite pour une émission, tu vois, et une émission un petit peu dans le style de ces téléréalités qu'on nous fait en France. Et tu as un couple, là, un mec qui rencontre une meuf et tout, et puis ils discutent, tu vois, dans le restaurant, ils sont super sympas, t'es dit, là, là, là. Puis le mec, il se barre aux toilettes, et puis tu as la serveuse qui fait partie de l'émission, qui vient voir la dame et lui dit, ça va, comment ça se passe? C'est bien la rencontre là, avec le monsieur? Elle lui dit, ouais, non, ouais, je sais pas, il aurait pu venir en t-shirt quand même, c'est parce que je voulais voir un petit peu comment il était son corps et tout, parce que moi, il faut que je flash, il faut que machin, enfin, tu vois, l'absurde, tu vois, on rentre dans des critères, on commence à rentrer dans des choses et malheureusement, cette dictature, si tu veux, qui s'impose, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, tu vois, c'est cette transformation de l'esprit, cette espèce de dictature qui s'impose à tout le monde et les gens vont essayer de se fondre dans le moule, en fait. Et de Ouais, la même manière, en termes de pensée, hein, parce ouais. qu'une fois que tu as dépassé le physique et que tu rentres dans la pensée, en termes d'idées, là, par exemple, avec ce qui s'est passé avec cette saloperie de pandémie qui nous est tombée dessus, enfin, pandémie, pandémie, on va dire. Et, et, donc, en fait, si tu veux, les gens ont peur d'exprimer leurs idées. Ils ont peur d'avoir un avis contradictoire. Tu Ouais. le sais très bien, nous, dans la naturopathie, le fait de parler de la manière dont on parle, toi et moi, de la viande et de toutes ces choses-là, on est pris pour des fous, quoi. Là, j'écoutais encore un type, là, le gars qui a créé l'université de je ne sais pas quoi. Il ressemble à Irène Grosjean, mais c'est un type, c'est un gars. Il est vieux, machin. Et pareil, je l'écoutais parler, une vidéo récente. Hein. Ça s'appelle Pour lui, comment? voilà, il reparle de la chose de la même manière qu'Irène Grosjean, en disant que l'être humain est un gorille et qu'on devrait manger comme le gorille et que, oh putain de merde, j'écoute ça, je me dis, mais les gars, sans déconner, on en sort ou quoi? Je veux dire, nous, on le sait, je veux dire, c'est démontré que le gorille ne mange pas d'herbe, qu'il mange des bactéries et qu'en fait, l'être humain, il est incapable, il n'a pas le même système digestif que le gorille, il est incapable, lui, de digérer la cellulose, mais voilà, on continue, tu vois, on Ouais. continue. Et devenir, être un petit peu différent comme on l'est nous, en fait, il faut avoir les épaules solides aujourd'hui pour nager à contre-courant, pour oser ne serait-ce que dire non, je ne suis pas d'accord. Tu vois non, cette façon de penser, ces vérités que vous essayez de nous imposer, ces dogmes, parce que c'est exactement ça, hein, l'ennemi de la science, c'est toujours le dogme, mais il y a de moins en moins de gens qui, du fait de ce lavage de cerveau, de cette modification de l'esprit humain et de ce formatage de l'esprit humain, qui fait que l'homme, mais ça a toujours été, parce que dans le côté tribal qui est le nôtre, nous, d'ailleurs, on rappelle au mode ancestral, et la tribu, c'est super important. Et le besoin qui vient en haut de la pyramide, presque, c'est le besoin d'appartenance. Ouais. Et le gars, il ne voudra surtout pas se faire mettre sur le banc. Il y avait justement l'expérience de Miner qui avait été faite où tu avais des gens qui rentraient dans un ascenseur, tu as un mec qui rentrait tout seul dans l'ascenseur, il était debout, et là tu as 4 personnes qui rentrent derrière lui, qui sont eux des acteurs, ils commencent à prendre des positions, tu vois, le mec il prend la même position, il commence à se tourner, le mec il les regarde, il est gêné au début, il commence à se tourner, ils le font, tu vois. Et là Ouais. dernièrement, ça avait été fait par une émission française, Ouais. où au début on commençait à faire des tests logiques, on mettait des dessins à des gens, mais on Ouais. leur demandait de venir là où ils pensaient qu'il y avait la vérité. Et on mettait mettons, des barres, tu vois, et tu avais une barre qui était plus courte que l'autre, mais on disait laquelle est la plus courte, eux, ils allaient vers la plus grande, et la personne, au début, elle va toute seule vers la petite, tu vois. Mais tu vois qu'au fur et à mesure de l'expérience, eh bien, elle se dirige vers l'endroit où est tout le monde, parce qu'elle préférera être avec le groupe plutôt que d'avoir raison toute seule. Ouais. Tu vois, et l'expérience, elle avait été faite aussi, c'était à Trafalgar Square, en Angleterre, où il y a un mec, il a mis carrément comment ça s'appelle, deux poteaux, là, et puis avec 2 cordes, tu vois, et il s'est mis devant la corde, il fait la file, et il attend. Au début, il est tout seul, tu vois. Au bout d'un moment, tu as un mec qui s'y met, tu en as un autre, au bout d'un moment, tu as une file de dingue, tu vois. Et dans la file, il y a des mecs qui demandent, qu'est-ce qu'on attend? Rien, On attend rien quoi? du tout. Il demande jusqu'au mec de devant, il dit, je sais pas, moi j'attendais ma femme. Tu vois. Et donc, du coup, Ouais. tu vois, le mimétisme et le fait de Ouais. vouloir tous faire la même chose, ça amène à ce genre de fascisme. C'est du fascisme, hein, c'est ça le fascisme. C'est une espèce de fascisme intellectuel qui fait qu'on va tous vouloir être dans le même moule, dans le même truc, et ça devient de plus en plus débile hein, aujourd'hui. Je veux dire, on s'en rend compte. Et je n'aurais jamais cru qu'on serait tombé aussi bas aussi vite, mais on l'a fait. On l'a fait. Enfin, regarde autour de toi, hein. Regarde la bande de cornichons qui se baladent avec
Ils ont peur, je sais, mais les masques, putain, je ne peux plus voir un mec avec un masque, c'est pas possible, quoi. Tu vois, Ouais. voilà. Mais c'est vraiment, tu vois, ça nous met notre connerie bien en face de nous, quoi. Ouais. C'est là où quand on a une certaine, on va dire, on a une confiance intérieure, hein, je peux parler de foi aussi, quand on s'écoute Un vraiment et quand on ancrage, cherche, ouais, un quand on a un ancrage. ancrage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé, je m'en fous d'être avec tel ou tel clan. Moi, ce qui m'intéresse tous les jours, c'est de faire ce qui me rend, ce qui me met en bonne santé parce que je suis persuadé et je le sens, hein, quand tu es en bonne santé, ben, tu es heureux, quoi. Tu es heureux quand tout se passe merveilleusement bien dans ton corps. Tu peux prendre soin de ta famille, tu peux prendre soin de tes proches, tu peux vivre de façon merveilleuse chaque jour et moi, ça me suffit. J'en ai rien à foutre que tu vois, la moitié de la France me dise que c'est pas bien de manger 500 grammes de viande par jour. Moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, ouais. Mais il faut être, et c'est comme tu le disais, hein, je crois que tu l'avais dit une fois, c'est justement dans notre époque, il est d'autant plus important d'avoir une foi intérieure. Alors, on peut la relier à ce qu'on veut, mais c'est ce qui nous permet enfin, de faire front face à tout ce qui nous arrive, en fait, en sachant enfin, en n'étant pas fébrile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, tu sais, quand tu as un ancrage, c'est ça, hein. Je veux dire, voilà, revenir à un monde ancestral, c'est aussi revenir à ça, revenir à Ouais. des principes, tu vois. Et comme j'expliquais, tu vois, justement dans la vidéo avec le docteur Anthony Fardet, il faudrait que et c'est ça le dérèglement qui a eu lieu chez nous, si tu veux. En fait, lui, Descartes, il a précédé la Révolution française. C'est pas anodin, c'est pas pour rien. Et même avant Descartes, tu avais les encyclopédistes, tu vois. Il y a cette déformation de l'esprit qui a fait qu'il y a eu un inversement des valeurs. Si tu veux, la Révolution française, ça a été quoi? Ça a été le renversement de l'autorité spirituelle et tu as le pouvoir temporel qui a pris le dessus. Donc, c'est un inversement des valeurs, si tu veux. Ça devrait jamais être comme ça. On devrait toujours avoir l'autorité spirituelle. D'ailleurs, c'est marrant, hein, tu as vu, on s'est retrouvé avec le docteur Anthony Fardet sur cette idée, parce que lui, il est complètement d'accord. Lui, il parle de philosophie, de métaphysique, de choses, mais on parle tous de la même chose. Je veux dire, si on arrive si on a une réflexion de recherche de vérité, parce que contrairement à ce que voudraient nous faire penser les relativistes, tous ces gens qui pensent qu'il n'y a pas de vérité, que tout le monde a raison, et puis que chacun son point de vue, et que chacun voit midi à sa porte, etc. En fait, il y a des expressions toutes faites qu'on sort constamment, mais sitôt qu'on va les frotter au réel, tu vois, c'est comme je leur dis, hein, si on va sauter d'un immeuble tous les deux et qu'on se jette tous les deux, quelle que soit ta façon de penser, on va se manger le goudron de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et il y a un moment donné, il y a une vérité. La vérité, c'est la pesanteur, et il y a des forces. Donc, s'il y a des forces, il y a quelque chose à les réfléchir. Et comme c'est dit dans un des passages du Coran, il y a des signes tu vois, dans la contemplation, hein, de la nature et tout ça. Il y a là des signes pour les gens doués d'intelligence et doués de réflexion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaie de nous couper de la nature. Parce que sitôt que tu restes dans la nature, tu as forcément ces réflexions qui vont venir. Pourquoi ces feuilles, elles sont de telle forme? Pourquoi c'est tellement harmonieux? Pourquoi cette chose, tu vois, quand tu vois une création, comme disait Voltaire, même si pour moi, il fait partie des traîtres, parce que c'était un des encyclopédistes, mais Voltaire, il a dit une fois, tout horloge a un horloger. Donc, si tu vas réfléchir dans ce sens-là, ça va t'amener forcément à Ah penser ouais. à la création, aux saisons, aux machins, comme à une chose. Mais ne serait-ce que toi et moi, regarde mes yeux, regarde tout ce qu'on disait tout à l'heure, les 37 milliards de réactions biochimiques. Est-ce que tu crois que c'est les humanistes francs-maçons qui ont inventé l'humain et qui ont fait, même dans leur délire scientiste, tu sais, quand tu vois nos films aujourd'hui, tu vois toujours des mecs dans un laboratoire avec des blouses blanches, tu as l'impression que le mec, il a refait le monde. Qu'est-ce que tu as refait le monde? C'est, il y a la fameuse histoire qu'on se raconte entre nous, entre croyants. On se dit, c'est un jour, tu as le bon Dieu, tu as ces scientifiques là qui meurent et qui se retrouvent devant le bon Dieu, tu vois. Le bon Dieu leur dit, mais qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas croire en moi? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rebeller contre moi? Mais il dit, écoute, c'est la science, on a commencé à prendre des minéraux. Il dit, non, 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 tu ne prends pas les minéraux, c'est moi qui les ai créés, c'est à moi. Prends ce qui est à toi. Tu vois. Et là, il se retrouve, il se dit, ah merde, il n'y a rien qui est à moi. J'ai rien Ouais. créé. De la même manière que ce que je te dis, l'être humain, dans sa complexité, rien que le fait que je puisse m'exprimer, le fait que je puisse respirer, le fait que mes hormones vont communiquer les unes avec les autres, le fait qu'il y ait ces réactions biochimiques, le fait qu'il y ait cette bénédiction du bon Dieu, qu'on a des aliments, des nutriments, des animaux qui sont mis à notre service, tous ces bienfaits
Tu sais, dans une des sourates, Rahman, le bienfaiteur, et ouais, c'est ça, c'est le bienfaiteur, tu as tout un passage parce qu'en fait, c'est ça dans ces livres de métaphysique, c'est qu'on t'amène à la réflexion, on t'amène à réfléchir à des choses. Et on te dit dedans, mais quel bienfait de Dieu vas-tu nier? Et il te dit, et les olives, et les figuiers, et les machins. Et on ne se rend pas compte, mais tu sais, quand on te parle de choses comme ça, et qu'après, tu vas aller contempler la nature, et que tu vas aller contempler la création, et que tu vois une fleur, et puis la fleur, tu vois un fruit, et puis tu te dis quand même, il y a quelque chose qui dépasse juste l'entendement, qui dépasse juste notre condition à nous, et qui fait qu'il y a une complexité là-dedans qui nous dépasse. Et c'est pour ça que je te disais que les Rosicruciens, avec leur rapport et leur approche réductionniste, ils partent de leur point de vue à eux pour essayer d'expliquer ce qui est extérieur et ce qui les dépasse. Je veux dire, le rayon du soleil, il vient du soleil et il descend vers le bas, mais il ne va pas venir du bas pour remonter vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un ordre des choses. De la même manière que quand tu observes la nature autour de toi, eh ben c'est de la même manière l'esprit humain. Je veux dire, d'où vient l'inspiration? Tu vois, le eureka, les choses qui ont été inventées, les choses, je veux dire, le fait de découvrir, le fait qu'on nous ait donné la capacité de réfléchir et de faire du sens et de voir qu'il y a des forces et de voir qu'on peut utiliser la mathématique pour, enfin, je veux dire, il y a un ordre, il y a une matrice, et cette matrice, elle n'est pas née juste du pur hasard. La chose du Big Bang, qui a tout fait intervenir, ouais, mais c'est encore la même chose que ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Newton, de l'ordre du réductionnisme, où je vais expliquer la chose que je vois, mais j'ai enlevé le facteur de la cause de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a créé ça? Parce que si on prend toutes les pièces d'un Boeing, qu'on les met dans un hangar, on fait péter une bombe au milieu, c'est pas forcé que je vais avoir un Boeing derrière, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand tu regardes la manière dont l'univers est en expansion, dont la gravité de la façon dont tourne la Terre, la température ambiante qu'il y a, je veux dire, les conditions pour que la vie ait pu être créée, c'est tellement infime et c'est tellement presque improbable que ce soit créé que tu te dis quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, nous, on a toujours cette approche qui n'est pas la nôtre, donc qui a eu, quand il y a eu ce renversement, si tu veux, de pensée, ou si tu veux, le pouvoir temporel, c'est un peu ce qu'avait écrit Shakespeare dans son livre, dans les Marchands de Venise. C'est exactement ça, en fait. C'est les marchands de Venise, c'est les bourgeois qui ont pris le pouvoir, en fait, si tu veux. On est sous l'ordre des marchands, là. On est sous l'ordre des marchands. C'est ces gens-là qui nous dictent notre façon de penser, notre façon de manger, notre façon de nous habiller. Je veux dire, moi qui ai été steward pendant 13 ans, j'ai fait le tour du monde. J'ai l'impression, je te jure, je me réveillais dans des endroits, presque tu te dis, il n'y a plus de différence entre ce centre-ville dans telle ville et le centre-ville dans une autre ville. Tu pourrais être là et tu pourrais être là, ce serait pareil. Les jeunes s'habillent pareil, les jeunes écoutent la même merde, les jeunes mangent la même merde. Voilà, où est la différence, où est la culture, où est la tradition? Là, il y avait un match le week-end dernier. C'était un match entre, tu sais, la NRL, c'est le championnat anglais de rugby à 13. Tu as toujours en début de saison un match entre les différentes tribus maoris et les tribus soi-disant australiennes. Mais en fait, si tu regardes les mecs qui composent l'équipe, au-delà du drapeau et du folklore, c'est des mecs qui mangent le même McDo, c'est des mecs qui vont se taper les mêmes drogues, le cocaïne, ils se font toujours choper d'ailleurs. Les mecs qui vont aller dans les mêmes pubs, les mêmes qui vont aller… Je veux dire, la tradition, c'est pas juste faire des gâteaux et faire un truc. C'est de la même manière que la spiritualité, c'est pas juste dire que je suis spirituel. Il faut qu'il y ait une pratique. Je veux dire, quand tu adoptes une spiritualité, tu vas pas juste dire, bon, mais je suis spirituel, je suis bouddhiste, je suis machin, mais il te faut une pratique, il te faut une routine qui va t'amener à devenir quelqu'un de meilleur, à tendre vers un idéal. Et en fait, si tu veux, le fait que nous, on soit inversés, c'est normal que le monde autour de nous soit inversé. Le désordre, il n'est pas juste intellectuel, il est aussi autour de nous. On peut le voir aussi dans l'élevage.
comment il s'appelait, Bourguignon, l'ingénieur agronome, te l'explique. Hein, regarde ce qu'on a fait au sol, regarde ce qu'on a fait aux bêtes, regarde ce qu'on fait dans l'éducation, regarde ce qu'on fait. Je veux dire, tu vois bien que le désordre est total et il est partout. Et il va en accélérant en plus. Donc, tu vois bien qu'on va vers quelque chose qui est contre nature et qui n'est pas fait pour durer. Le mensonge, il ne peut pas durer. Donc, cet inversement des valeurs, il va bien falloir qu'il y ait ce retournement auquel j'appelle moi et à revenir à des choses qui vont vraiment faire du sens, que ce soit de manière métaphysique, que ce soit de manière en nutrition, que ce soit avec la santé, que ce soit avec la famille, que ce soit… Je veux dire, c'est là qu'on parle d'approche holistique contre réductionniste, c'est que nous, on prend la chose dans sa globalité. Et je veux dire, là, je ne suis pas en train de faire une tirade sur la métaphysique pour juste faire du prosélytisme et juste amener ma façon de penser, mais je suis en train d'essayer d'expliquer qu'on est complètement déréglé. On vit dans un ordre qui ne travaille pas pour le bien commun. Sitôt que tu as eu un inversement de valeur, tu n'as plus le bien commun qui est au cœur des choses. Si on avait une autorité spirituelle, digne de ce nom, hein, parce qu'il y a eu des autorités, mais une autorité spirituelle avec un vicaire, avec quelqu'un qui est là pour refléter justement ce qu'est l'autorité spirituelle, eh bien, il n'y aurait pas de choses complètement dingues comme la création de la bombe atomique qu'avait décrite à juste titre le docteur Anthony Fardet dans notre dernière vidéo, comme la manipulation génétique qu'on est en train de faire maintenant, comme, voilà, je veux dire, il y a énormément de choses qu'on ne ferait pas parce qu'il y aurait une éthique. Et de la même manière, nous qui sommes naturopathes, on a une éthique. On ne peut pas aller dans le conflit d'intérêts comme le font beaucoup de morticoles. Tu vois ce que c'est un morticole? C'est un terme qui avait été employé par un écrivain pour parler des médecins presque assassins, des médecins qui tuent, tu vois. Et les morticoles cathodiques là, que tu vois à la télé toute la journée, ils se gardent bien de parler de leur conflit d'intérêts. Et c'est là que tu vois, il n'y a plus ce principe qui est au-dessus, il y a juste le matérialisme qui a pris le dessus. Et donc, c'est cette pensée de commerçant, du marchand de Venise, qui aujourd'hui dicte la façon de penser, la façon d'agir du monde. Et donc, ce n'est pas un hasard si on est complètement déréglé, parce qu'on est dans un état d'esprit qui n'est pas celui qu'on devrait être. En fait, si tu veux, les gens ne savent pas ce qu'ils devraient vouloir. Ils ont des vouloirs qui sont les vouloirs de quelqu'un d'autre. Tu parlais tout à l'heure de tes amis qui font de la supplémentation pour le faire. On parlait de gens qui vont faire des phénomènes de mode ou alors faire du piercing ou du machin parce que voilà, c'est à la mode, ou se tatouer dans tous les sens parce que c'est à la mode, parce que c'est machin. En fait, si tu veux, les choses, elles nous sont balancées, même la façon dont on mange, on va parler des végans, ces choses, elles nous sont balancées, mais comment te dire, elles sont promues, tu vois ce que je veux dire. On va parler là encore, on peut parler de Edward Bernays, qui a beaucoup modifié notre façon de penser et la façon de penser du XXe siècle. C'est presque lui qui l'a entièrement modelé, c'est le père du PR, du Public Relations. Et je veux dire, quand les musiques que tu entends sur Skyrock, les livres que tu vas lire qui sont mis en avant, l'espèce de cercle politique que tu vois, tout ça, en fait, si tu veux, c'est comme une espèce de programmation cybernétique qui va te programmer émotionnellement et qui va t'amener à une façon de fonctionner, tu vois. Et malgré toi, en fait, toi, tu vas aller discuter avec tes potes, tu vas avoir un certain point de vue en disant « oui, moi, je pense que… » mais tu ne penses rien du tout, en fait. Tu es en train de redigérer la merde que tu as bouffée et si tu n'as pas d'ancrage et si tu n'as pas une vraie spiritualité et un vrai filtre pour filtrer toutes ces saloperies, eh ben, tu vas te retrouver empoisonné avec ça. Et il n'y a pas pire comme poison que le poison que tu as dans l'esprit. J'arrête. Eh bien, quelle conclusion. Non, bah, écoute, moi, j'ai rien à rajouter. Peut-être, bon, je vais pas te demander si tu as un mot pour finir. Vu que… je vais te dire, tu tires sur la corde. Non, mais bon, voilà. Je veux dire, pour finir, je vais pas me justifier de ce que je dis, tu vois, mais je fais aucunement du prosélytisme. Ce que j'essaie d'expliquer, tu vois, c'est comme quand je fais un article, je vais aller chercher des causes, tu vois, et je vais aller chercher au fin fond du fond. Et c'est ce qui m'a poussé, moi,
à contacter le docteur Anthony Fardet, c'est que j'avais déjà étudié, si tu veux, cette approche réductionniste de Descartes en termes de pensée, et je sais qu'on est empoisonné par ça. D'ailleurs, lui te l'explique dans la vidéo, il te dit que ils sont rares les gens qui réfléchissent comme lui, tu vois, qui vont aller chercher un petit peu à essayer de sortir du carcan et essayer d'aborder la chose d'une manière différente et d'une manière un petit peu plus large et en essayant d'avoir un holisme. Après, c'est pas parfait, mais au moins, tu peux pas lui enlever sa chevalerie et son honnêteté d'âme et son manque de conflit d'intérêt, tu vois, parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec lui, et qu'il essaie de faire de son mieux, tu vois. Et bien, malgré tout, ça a fait qu'on a pu se rejoindre, qu'on a pu faire une vidéo, qu'on a pu discuter et échanger sur les choses qui nous rapprochent, plutôt que de nous enquiquiner sur les choses qui nous séparent. Après, on n'est pas privé de ne pas venir apporter une précision et de venir préciser notre pensée. C'est ce que j'ai fait en faisant la deuxième vidéo, tout seul, en essayant de remettre les choses à leur place et d'expliquer, par exemple, pour la protéine, pourquoi je n'étais pas d'accord, pourquoi je n'étais pas d'accord avec son approche par rapport à Newton et que je considérais que Newton, pour moi, faisait partie justement de cet aspect réductionniste et tout ça. Donc voilà, je ne suis pas là en fait pour vraiment, enfin, pour être la personne qui va essayer de vendre une idée, mais je suis un chercheur un petit peu, en fait, tu vois, dans mon approche, parce que ce qu'on n'a pas dit au début, peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais je dirige aussi une école de naturopathie qui s'appelle Innov Naturopathie, et on a quand même fait une mini-révolution, hein, quelque part, parce qu'on a introduit la médecine fonctionnelle dans la naturopathie, alors que tout le monde est dans l'hygiénisme, tout le monde est dans le crudivorisme, tout le monde on est quand même allé à contre-courant, et c'est pas pour emmerder le monde qu'on le fait, hein. Je veux dire, quand je cite Bambi, quand je cite tous ces gens-là, tu vois qui je veux dire quand je dis Bambi et tout. Il va y en avoir des vidéos sur Bambi parce que là, ça fait Ouais, trop, quoi. voilà, C'est quand je trop, les hein. mentionne, c'est pas juste pour les emmerder, c'est pas pour me faire des ennemis, hein. Moi, j'ai rien contre personne. D'ailleurs, je m'attaque pas aux personnes, comme tu le sais bien. Je m'attaque aux idées, je m'attaque aux choses, aux dogmes qu'ils essaient de mettre en place. Et c'est pour ça que je fais tout ça, en fait. Et c'est pour ça que j'essaie. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a contacté au téléphone. Il me dit, c'est comme si tu appelais les gens à la religion. Je dis, j'appelle rien à personne, tu vois. J'essaie d'expliquer un état de fait, des choses avec des références, avec, je veux dire, des écrits. C'est pour ça qu'on parle de Descartes, c'est pour ça qu'on parle des encyclopédies. On pourrait même remonter à Philippe le Bel. Je ne vais pas faire le truc, je n'allais pas me lancer dans un truc où j'allais te faire toute la lignée et essayer de t'expliquer le désordre mondial et son origine. Mais on voit bien, enfin, je veux dire, on sait pertinemment que tu sais, il y a cette expression qui dit qu'il faut ramener l'église au milieu du village. De manière, on va dire, comment dire, allégorique, c'est exactement ça en fait. Tu vois, s'il y a des vieilles expressions du bon sens qui font du sens, tu vois, et que si on les réfléchit en essayant d'avoir un petit peu de philosophie dessus, eh bien, on se rend compte qu'avoir l'église au cœur du village, c'est avoir l'autorité spirituelle au-dessus du pouvoir temporel. Ceux qui ne savent pas ce qu'est le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle, je les invite à aller faire une recherche, mais de manière symbolique, tu l'as représenté aussi souvent par une clé d'or, une clé d'argent qui se croisent. Par exemple, moi qui suis d'Avignon, on les a ces clés, tu vois, un petit peu dans la symbologie c'est comme ça qu'on dit, de la vie, quoi, de la ville. Donc, quand tu sais interpréter les symboles, il y a énormément de choses qui sont dites, tu vois, il y a énormément de choses qui sont là et qui sont présentes et qui peuvent même te renseigner sur les forces qui dirigent le monde aujourd'hui, quoi. Sur les forces qui dirigent, par exemple, un pays comme le nôtre ou qui dirigent un pantin comme le président qui nous sert de président. Bien. Voilà. Mais écoute, hein, belle conclusion. J'invite tout le monde à aller lire les articles, hein, sur ton site, hein, qui sont toujours bien écrits, bien sourcés. Et si vous avez des questions, hein, sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, on vous répondra. Eh bien, écoute, Écoute, ça a été un Aziz, hein, je te plaisir comme remercie, hein. d'habitude. Et puis, excuse-moi si je me lance, tu vois, quand je pars dans les tirades, mais bon, voilà, quoi. Tu me tends la perche, je la chope, et puis ça donne ce que ça donne. Et puis voilà. C'est un plaisir. Allez, Pareil, à merci à bientôt. toi. Ciao.